Bonjour à tous, il est 18h15, je déclare ouverte la séance de notre Conseil de communauté. Permettez-moi en préambule de vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année 2018, une excellente santé et beaucoup de bonheur au quotidien à Saint-Georges, à Guivelle-des-Moires, à Créwick, à Ambourse-Capelle et dans toutes les communes de la communauté urbaine. Je vous propose à présent de désigner Madame Séverine Vic comme secrétaire de séance. Pas d'opposition. Madame Vic est là-bas, c'est très très bien. Je vais maintenant faire procéder à l'appel et demander à Madame Vic d'assurer cette charge. Pour cette séance comme pour les suivantes, je demanderai aux suppléants de se manifester au moment de l'appel du représentant titulaire qu'il remplace, qui est souvent des situations assez cocasses. Madame Vic, c'est à vous pour l'appel. Madame Monique Bonin. Je sais pas si on m'entend. Monsieur Sonny Clincard. Monsieur Éric Rommel. Madame Catherine Verlinde. Monsieur Léon Devlois. Monsieur Bertrand Ringot. Monsieur Damien Carême. Monsieur Patrice Vergrit. Monsieur David Bayeul. Madame Isabelle Kerkhoff. Madame Karima Benarab. Monsieur Francis Bassemont. Monsieur Franck Dersin. Madame Martine Arlabosse. Monsieur Bernard Westbecker. Monsieur Roméo Ragazzo. Monsieur Jean-Luc Darcourt. Monsieur André Henbert. Monsieur Jean Decolle. Monsieur Claude Charlemagne. Madame Florence Vanille. Monsieur Jean-Luc Godeblout. Madame Fabienne Castel. Monsieur Jean-François Montagne. Monsieur Christian Hutin. Madame Laïla Neidji. Monsieur Jean-Yves Frémont. Monsieur Didier Bicoff. Monsieur Martial Beillard. Monsieur Bernard Monté. Monsieur Yves McClive. Madame Sabrina Kelaf. Monsieur Bernard Faucon. Monsieur Jean-Philippe Titeka. Monsieur Pascal Léquin. Madame Isabelle Marchilly. Madame Isabelle Fernandez. Madame Josiane Algoët. Madame Barbara Bayeul-Rochard. Madame Mélanie Lemaire. Madame Patricia Lessieux. Monsieur Laurent Van Rekem. Madame Martine Coudeville. Madame Annette Disselkamp. Monsieur Régis Douillet. Madame Nadia Farissi. Monsieur Guillaume Florent. Monsieur Guy Lécluse. Madame Marie-Pierre Cavrois. Monsieur Yves Pannequin. Madame Stéphanie Perrenne. Madame Catherine Serret. Monsieur Alain Simon. Monsieur Gérard Gourville. Monsieur Michel Tomazek. Monsieur Frédéric Vanille. Madame Alice Varé. Madame Marjorie Éloi. Madame Séverine Vic, présente. Madame Joëlle Croquet. Madame Claudine Dusselier. Monsieur Olivier Berthe. Madame Nicole Lustre. Monsieur Jean-Christophe Plaquet. Madame Marilyn Vandenbosch. Madame Claudine Barbier. Madame Laetitia Millois. Madame Martine Fortuit. Monsieur Philippe Emery. Merci Madame Vic, le quorum est atteint, nous pouvons donc délibérer. Depuis notre dernier conseil, nous avons appris avec tristesse le décès de 3 agents de notre collectivité. En votre nom à tous, je tiens à présenter nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Madame Caroline Guignard, de Monsieur Jacques Agneret et de Monsieur Philippe Sanson, par ailleurs ancien premier adjoint à la mairie de Lefrancouc. Le 17 janvier, nous avons également appris le décès de Monsieur Claude Prouvoyeur. Claude Prouvoyeur avait été maire de Dunkerque de 1966 à 1989. Il fut également sénateur du Nord de 1983 à 1992 et vice-président de la CUD de 1969 à 1985. Il avait été l'instigateur du Grand Dunkerque et un artisan de la création de la communauté urbaine. Dans cette période de début de carnaval, souvenons-nous aussi que c'est lui qui a initié la tradition du jet de hareng du haut des balcons de la mairie de Dunkerque, symbole, s'il en est, de son caractère chaleureux et de son amour de la ville des Dunkerquois, avec lesquels il a toujours eu une relation de grande proximité. À sa famille, à ses nombreux amis, j'adresse au nom de notre Assemblée nos sincères condoléances et nos remerciements pour tout ce que Claude Prouvoyeur a fait pour Dunkerque et la CUD et dont nous sommes les légataires. Je vous propose d'observer 1 minute de recueillement en sa mémoire. Je vous remercie.
Notre dernier conseil avait été marqué par l'intervention d'un représentant des artisans pêcheurs de notre littoral, confrontés aux risques environnementaux et sociaux générés par le développement de la pêche électrique. Nous avions à ce propos adopté une motion demandant l'interdiction de celle-ci, motion que nous avons transmise à nos parlementaires nationaux et européens. Nos efforts d'interpellation et de sensibilisation n'ont pas été vains puisque le 16 janvier, le Parlement européen a décidé d'interdire totalement cette pratique. Ce vote est une nouvelle très positive, un soulagement pour nos pêcheurs dont la situation quotidienne est déjà difficile. Nous restons cependant vigilants et espérons que les chefs d'État des 27 pays respecteront cette décision. Le contraire serait un déni de démocratie européenne, je n'ose donc pas l'imaginer. De mobilisation, il est aussi question aujourd'hui autour du devenir de notre tribunal. Des menaces pèsent en effet sur le maintien du tribunal de grande instance à Dunkerque, puisqu'un projet de réforme de la carte judiciaire prévoirait de concentrer toute l'activité en un unique tribunal départemental à Lille. Une telle décision, si elle venait à être mise en application, porterait un coup très important à la notion même de service public de proximité. Pour tous ceux qui n'ont pas les moyens de se déplacer à Lille, cela aboutirait dans bien des cas au renoncement au droit à faire appel à la justice. Comme l'ont exprimé les avocats du barreau de Dunkerque, cette mesure particulièrement injuste serait synonyme de désertification judiciaire et d'exclusion du justiciable. Cette réforme signifierait également la fin du barreau de Dunkerque, qui devrait forcément s'installer à Lille. D'un point de vue de l'accès au droit, mais aussi sur le plan de l'emploi local, la suppression du TGI à Dunkerque aurait donc de graves conséquences. Avant que nous entamions notre ordre du jour, je laisserai la parole quelques instants à maître Jean-Pierre Mougel, bâtonnier du barreau de Dunkerque. Suite à un entretien que nous avons eu ensemble, j'ai souhaité qu'il puisse exposer à notre Assemblée les effets que cette mesure risque de causer. À l'issue de ce Conseil, je soumettrai également au vote de notre Assemblée une motion demandant le maintien du tribunal de grande instance à Dunkerque. Donc je lui passerai la parole à l'issue de mon propos. Dans le domaine économique, le Grand Port Maritime a effectué sa communication de rentrée et nous pouvons nous réjouir des résultats positifs affichés. Le port a notamment enregistré un record dans le trafic conteneurs, 374 000 conteneurs en transit en 2017, une hausse de 10% par rapport à 2016 et de 29% depuis 2014. La barre symbolique des 50 millions de tonnes de trafic global a été franchie et l'annonce de nouvelles lignes, comme récemment avec l'Amérique centrale, ouvre des perspectives intéressantes. Notre travail de valorisation de nos atouts économiques porte ses fruits au service de l'emploi local. L'actualité industrielle a été marquée par l'annonce de la proposition de rachat de l'usine Aluminium Dunkerque par Liberty House, la branche industrielle du groupe britannique GFG Alliance. Le montant de 417 millions d'euros proposé comprend un plan de modernisation et le groupe annonce que cette acquisition devrait se traduire par des créations d'emplois. Sanjeev Gupta, le PDG de GFG Alliance, a notamment affirmé dans la presse que son objectif était de créer une usine de très haute technologie et aux meilleurs standards. Nous suivrons donc ce dossier avec attention. Dans le même temps, le groupe Liberty House s'est aussi positionné pour la reprise du site d'Ascométal, qui emploie aujourd'hui 300 personnes sur son site de Lefrancouc. Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, une audience a eu lieu aujourd'hui et les juges du tribunal de grande instance de Strasbourg doivent rendre leur décision le 31 janvier. Toujours dans le domaine industriel, comme je vous l'annonçais lors de notre dernier conseil, j'ai présenté le 17 novembre dernier le projet de réponse de la communauté urbaine à l'appel à manifestation d'intérêt Territoire d'innovation de grande ambition au titre des investissements d'avenir, le fameux dossier TIGA. Les bons échos reçus lors de cette présentation laissaient présager une décision positive. C'est aujourd'hui confirmé puisque le Premier ministre m'a indiqué par courrier que Dunkerque faisait partie des 24 dossiers retenus en shortlist sur les 117 territoires candidats. Dunkerque est d'ailleurs le seul territoire lauréat dans la région Hauts-de-France. Pour réussir pleinement, il nous reste encore une étape à franchir dans le processus de sélection, à l'issue duquel nous pourrions disposer de moyens très importants pour accélérer l'adaptation de notre industrie locale aux enjeux de la transition énergétique et écologique. Pour préparer cette opportunité, nous ferons prochainement un nouveau point d'étape sur les états généraux de l'emploi local et nous mettrons l'accent sur ce dossier avec pour objectif de mobiliser le plus largement possible les industriels du territoire. Dans le domaine culturel, le FRAC a été distingué en se voyant décerner fin novembre par Big Mat France
le Grand Prix international d'architecture. Cette récompense souligne la qualité du travail des architectes Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal. Le festival La Bonne Aventure a lui aussi été mis à l'honneur. En effet, il fait partie des finalistes des Festival Awards dans la catégorie Nouveau Festival. C'est une première consécration pour cet événement qui a rassemblé un public très nombreux l'été dernier. Enfin, le film Dunkerque de Christopher Nolan est nominé 8 fois aux Oscars. Nous saurons donc dans les semaines qui viennent si le réalisateur britannique obtient une reconnaissance méritée. En sport, les femmes sont à l'honneur en ce début d'année. Je tiens à adresser toutes nos félicitations à Rosalie Alberg, vainqueur ce samedi 20 janvier de la Coupe de France d'escalade de vitesse à Dieppe en catégorie junior filles. Félicitations à elle et aux grimpeuses et grimpeurs de littoral escalade. Bravo également à Élise Lombard, jeune hockeyeuse dunkerquoise de 15 ans, qui a été sélectionnée en équipe de France des moins de 18 ans et est devenue vice-championne du monde de hockey sur glace le 14 janvier à Katowice en Pologne. Élise décroche par la même occasion le titre de meilleure attaquante du tournoi. Excusez du peu. Je tiens enfin à souhaiter la bienvenue à Yann-Gaël Menet, récemment nommé directeur du Cursal en remplacement de Patrick Lecaillé, parti à la retraite. Monsieur Menet était auparavant en charge du développement international du Palais des Congrès et du Parc des Expositions de Marseille. Je vais maintenant laisser la parole à Maître Mougel, bâtonnier de Dunkerque, pour une courte intervention sur la situation de notre tribunal. Monsieur Mougel, vous avez la parole. Bien, je vous remercie, Monsieur le Président. Je viens effectivement intervenir ici pour l'Ordre des avocats et je dois dire la sensibilité des professions judiciaires au projet de loi qui est actuellement une menace pour la pérennité de la juridiction qu'est le tribunal de grande instance de Dunkerque. La situation est la suivante. Depuis de nombreuses années, il y a un projet à la chancellerie, au ministère de la Justice, de regroupement des juridictions pour des mesures d'économie et de rationalisation, paraît-il. Mais la situation s'est nettement détériorée ces derniers mois. Une proposition de loi a été soumise au Sénat et même votée à la faveur des élections sénatoriales du mois de septembre, du 24 septembre, votée en première lecture le 26 octobre 2017. Et maintenant, un projet de loi est à l'étude à la chancellerie. La ministre garde des Sceaux, Madame Belloubet, en a fait état. Elle a reçu un rapport le 15 janvier de la part de 2 anciens présidents de la commission des lois, anciens députés, qui préconisent le regroupement de toutes les juridictions judiciaires au niveau départemental et que dans chaque département, la seule juridiction judiciaire de plein exercice soit le tribunal judiciaire départemental. Cela aurait pour conséquence de voir partir tous les contentieux, un tant soit peu importants, même celui de l'assistance éducative, qui est pourtant quelque chose d'extrêmement important sur le plan quotidien pour les familles, même celui du divorce, même celui des procédures collectives à terme, et tous les contentieux pénaux de quelque importance à la métropole. Ne resteraient dans les anciens tribunaux de grande instance, tels que Dunkerque, que les affaires mineures, les audiences à juge unique en matière de délit routier, les contentieux d'affaires familiales hors divorce et les petites affaires civiles. Les conséquences, j'attire l'attention des élus du Conseil communautaire sur les conséquences d'une réforme de ce genre. Cela aurait pour effet, tout d'abord, de voir à court terme la maison d'arrêt fermée. Et cela représente déjà à soi seul plusieurs centaines d'emplois, une cinquantaine d'emplois directs et sans doute beaucoup plus d'emplois indirects. Car quel besoin de maintenir une maison d'arrêt qui a déjà 180 ans si il n'y a plus d'audience du tribunal de grande instance en collégialité et qu'on ne juge plus à Dunkerque que des comparutions
sur reconnaissance préalable de culpabilité et des alcoolémies qui n'ont nul rapport avec la maison d'arrêt. Deuxième conséquence, c'est qu'il n'y aurait plus de procureur de la République à Dunkerque, plus de politique pénale spécifique au littoral, tout serait géré à partir de la métropole lilloise. Et je pense pouvoir dire que la problématique de la sécurité publique n'est pas la même sur le littoral et dans la région de Roubaix-Tourcoing. Il en résulterait un éloignement par rapport au processus décisionnel et à terme, certainement, une fermeture de la sûreté urbaine et du commissariat de Grande-Synthe. Troisième conséquence, une désertification du centre-ville. Actuellement, nous avons 80 avocats à Dunkerque, avec chacun plusieurs salariés, des huissiers de justice, des mandataires judiciaires, etc. Tous ces gens partiraient. Déjà, quand le tribunal de grande instance d'Hazebrouck a fermé, les avocats sont largement partis et le nombre d'avocats a déjà diminué de moitié en l'espace de 10 ans sur Hazebrouck. Dans le projet de motion qui vous est soumis, il est mentionné que le ressort du tribunal de grande instance de Dunkerque compte 250 000 habitants. Si l'on y ajoute celui de l'ancien tribunal d'Hazebrouck, l'ensemble de l'arrondissement judiciaire de Dunkerque compte actuellement 380 000 habitants. S'il s'agissait d'un département autonome, ce serait le 42e département français par l'importance de la population. Donc je souhaite que les élus soient sensibilisés aux conséquences en termes de sécurité, aux conséquences en termes de gouvernance et d'encadrement de la population, aux conséquences économiques d'une décision de ce genre qui aurait pour effet une désertification du centre de l'agglomération dunkerquoise. Je pense que toutes les communes sont concernées parce que toutes les communes auraient ou auront à subir les conséquences d'une décision de ce genre. Il convient à tout le moins que l'importance quantitative de l'arrondissement de Dunkerque soit prise en considération et que la distinction soit faite entre des communes d'importance telles que Dunkerque et des sous-préfectures ou des communes de moindre importance qui se trouvent dans des départements beaucoup moins peuplés que le Nord, puisque le Nord compte plus d'habitants que Paris intramuros. Enfin, pour le confort des justiciables, qui sont aussi nos concitoyens, il faut savoir que quand tout est regroupé dans une juridiction, les délais de traitement, les coûts de traitement sont extrêmement augmentés. Et l'accès à la justice et au droit devient très difficile. Il faut savoir par exemple qu'au tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a déjà la compétence pour la région de Dunkerque, le délai d'attente est de plusieurs années avant d'obtenir un jugement. Alors je demande aux élus de réfléchir aux conséquences s'il convenait d'attendre plusieurs mois, voire plusieurs années pour rencontrer un juge des enfants ou rencontrer un juge aux affaires familiales en cas de séparation conjugale. Voilà quelques exemples de la situation et de l'aberration de ce type de projet. Il sera soumis au Parlement à partir du mois d'avril. C'est maintenant qu'il convient de prendre position, de peser dans le débat pour éviter que nous arrivions à une situation absurde telle que celle qui est proposée par ces deux anciens présidents de la Commission des lois. Donc je demande aux élus, effectivement, de prendre en considération ces projets qui sont effectivement disponibles sur le site du ministère de la Justice, qui pour l'instant n'ont que la forme d'un rapport soumis au garde des Sceaux, mais la garde des Sceaux a d'ores et déjà annoncé qu'elle entérinait le projet et qu'elle allait le soumettre à l'Assemblée nationale d'ici le mois d'avril. Merci, Maître Mougel. Donc nous reviendrons sur ce sujet à l'issue du Conseil, puisque je vous proposerai un projet de motion qui est sur vos tables, donc sur laquelle chacun pourra s'exprimer. Je puis vous dire que déjà, si nous adoptions ce projet de motion ce soir, partirait dès demain, d'ici de la communauté urbaine à ma signature, une demande de rendez-vous avec Madame Nicole Belloubet pour aborder deux sujets, évidemment cette problématique du TGI à Dunkerque et la question de la maison d'arrêt que
question que je souhaite réactiver après avoir déjà interpellé la garde des Sceaux sur cette question, mais qui doit être réactivée car liée, comme l'a dit Maître Mougel. Donc chacun pourra s'exprimer sur ce projet de motion à la fin du Conseil et ce sera l'occasion d'y revenir. En tout cas, merci Maître Mougel pour votre intervention. Avant de passer à l'ordre du jour, je voudrais également remercier Cédric Guesquière, il peut se lever, pour le travail effectué parmi nous, alors à la communauté urbaine et puis juste avant à la ville de Dunkerque. C'est aujourd'hui son dernier conseil, puisque Cédric a décidé de rejoindre en mars la métropole de Bordeaux. Alors on est tous déçus pour lui, évidemment, parce qu'il va quitter Dunkerque et je suis certain qu'il le regrettera. Et en plus, je suis certain que c'est vrai. Donc Cédric, je tenais vraiment, au nom de l'ensemble du Conseil, et puis en mon nom propre, à te remercier pour le travail que tu as pu effectuer et la bonne humeur aussi que tu ramenais dans les services et dans la direction générale d'une manière générale. Je crois que ce n'est pas monsieur le DGS qui me contredira. Donc voilà, merci à toi pour ton engagement et ton militantisme. J'en viens maintenant à notre ordre du jour. Vous avez reçu le procès-verbal de la séance du 30 novembre dernier. Je n'ai pas reçu d'observation, puis-je considérer qu'il est approuvé? Je vous en remercie. Madame Kerkhoff, vous avez une délibération. C'est suffisant. Merci, Monsieur le Président. Oui, il s'agit de vous présenter le rapport sur le bilan plutôt du schéma de mutualisation. Alors, vous le savez, c'était une véritable opportunité qui nous permettait de renforcer la solidarité intercommunale et surtout l'efficacité de l'action publique, comme des services de proximité et de qualité à la population, l'accompagnement des communes ou la maîtrise des dépenses publiques. 13 actions sont ainsi décrites dans ce schéma et la mise en place de 5 services communs sur la période 2015-2017 déjà actés. Je ne vais pas vous relire la totalité de la délibération. Sachez que non. S'agissant du service mutualisé, 4 services communs ont pu être créés depuis 2015. 1er juillet 2015, tout le monde s'en souvient, l'instruction des autorisations d'urbanisme. 1er janvier 2016, service commun des archives. 1er juillet de la même année, service commun des systèmes d'information mutualisés, spécifiquement communauté urbaine ville de Dunkerque. Et enfin, 1er avril 2017, la mutualisation sur les garages communs. Le grand chantier en cours à l'heure actuelle, c'est le service de prévention santé. Enfin, s'agissant des prestations de services, vous savez, le dispositif d'appui aux petites communes propose un catalogue aujourd'hui d'environ 75 prestations dédiées aux 9 communes de moins de 5 000 habitants, mais pouvant être étendues à la totalité des communes de la communauté urbaine. Dans le domaine des ressources humaines, les offres d'emploi de la communauté urbaine sont partagées ainsi aux communes du territoire et la formation professionnelle fait quant à elle l'objet de réflexion pour des formations communes à tous les agents territoriaux de ce territoire. Je vous propose ainsi de prendre acte de ce rapport sur l'état d'avancement du schéma de mutualisation et je vous précise que ça ne coûte pas plus cher en matière de finances. Merci Madame Kerkhoff. Y a-t-il des interventions, des questions? Non. Écoutez, je vous remercie. Comme il n'y a pas de vote, c'est une présentation. Je passe immédiatement la parole à Monsieur Carême. Monsieur Carême, vous avez 10 délibérations. Vous les organisez comme vous souhaitez. Je vais commencer par les 3 transports, Monsieur le Président. La première porte sur l'exploitation du réseau des transports publics urbains de la communauté urbaine de Dunkerque avec le rapport annuel du délégataire 2016. Il s'agit comme chaque année donc d'approuver ce rapport, de prendre acte de ce rapport qui présente l'activité du délégataire. L'année 2016 fut marquée par le démarrage des chantiers du réseau DK+, l'arrivée de 14 nouveaux bus au gaz naturel et bientôt rejoint par une trentaine de nouveaux bus au GNV. Dans ces 30, il y a 20 nouveaux pour satisfaire les demandes de lignes supplémentaires que nous mettrons en service dès le mois de septembre et 10 qui viennent en remplacement de l'ancien parc, ce qui va porter le nombre de véhicules dans le parc à 130 bus. Et nous aurons fini le remplacement des bus diesel par des bus au gaz en 2025. Le réseau de transport, avec son optimisation et sa mise en accessibilité, correspond à une offre de plus de 7 500 000 kilomètres parcourus. Plus de 14 millions de voyages effectués et 131 543 voyages à la demande et une extension par souci d'équité du service Handibus, n'est-ce pas Sony, aux horaires de fonctionnement de Noctibus. La gratuité du week-end et des jours de pic de pollution ont pu faire l'objet d'un comptage et d'une mission de suivi d'un groupe de chercheurs, ça a déjà été présenté à de multiples reprises, démontrant un gain moyen de 5 000 voyages par jour de gratuité, ce qui n'est pas
négligeable du tout. S'agissant des vélos en libre service, ce sont 15 stations supplémentaires en 2016 qui ont été mises en place, portant à 46 le nombre total de stations sur l'agglomération, correspondant à 470 locations quotidiennes. Les travaux de DK+ ont pu démarrer fin du deuxième semestre 2016 avec le chantier de réaménagement de la RD 601, la pénétrante, et fait notable la constitution d'une commission d'indemnisation des commerçants. Pour rappel, un avenant 3 avait même pu être établi afin d'anticiper des renforts et d'appuyer l'information des usagers. Je vous laisse prendre connaissance des investissements réalisés en 2016 et des résultats financiers. Je retiens une baisse des coûts du fait des efforts de gestion, baisse des dépenses de 1,8% en 2015. Et c'est la deuxième année consécutive qu'il y avait des baisses dans les dépenses. Et je dois saluer l'ensemble des services et de la société d'avoir conduit à bien ces changements que nous avons menés pour pouvoir avoir ces baisses de coûts du service. Et en parallèle, on a quand même une baisse des recettes due au désengagement du département. Le résultat d'exploitation de 29 991 000 € reste identique à ce qu'il était donc en 2015. Le versement transport au taux de 1,55% constitue la première ressource. Une part de ce versement transport est d'ailleurs mise en provision pour le financement des investissements du futur réseau à haut niveau de service. Il nous faudra prendre acte. Il n'y aura pas de vote sur cette délibération. Sur la délibération suivante, c'est l'approbation du compte prévisionnel de la société de transport de Dunkerque et extension la STDE pour l'année 2018. Nous avons donc une convention pour l'exploitation du réseau qui prévoit les modalités de paiement du délégataire. La validation du budget prévisionnel est nécessaire pour le paiement des avances. Sont pris en compte jusqu'au 31 août 2018 la gratuité du week-end et des jours de pollution et des jours fériés, la nouvelle grille tarifaire dégressive préparant à la gratuité totale et la gestion des travaux de DK+, y compris les embauches et formations anticipées. Et à compter de septembre 2018, la mise en service des 30 nouveaux bus GNV, 5 lignes à 10 minutes de fréquence et à haut niveau de service. Les dépenses de la STDE pour l'année 2018 s'élèvent à 36 791 877 € hors taxes. À noter qu'on a une augmentation des charges de 5,8%, s'expliquant notamment par notre politique de recrutement des chauffeurs supplémentaires et la mise en place des formations. Oui, même si le service va être mis en place de gratuité, donc l'augmentation du trafic qu'à partir du 1er septembre. On a d'ores et déjà en 2018, alors qu'on prévoyait une augmentation globale de 10% du coût, de 5,8%, parce que les chauffeurs sont embauchés à partir du 1er janvier. Et les lignes, donc il y a des formations, il y a un certain nombre de choses qui sont déjà en place aujourd'hui. Donc il y a des coûts fixes qui se répartissent sur l'ensemble de l'année. Et nous n'aurons en année pleine, comme l'année 2019, que 10% d'augmentation par rapport à l'année 2017. La communauté urbaine de Dunkerque versera mensuellement au délégataire 1/12 de la part fixe de la rémunération, ainsi que le paiement d'une avance sur besoin de trésorerie constaté. Et je vous proposerai d'adopter donc le bilan prévisionnel de la STDE pour l'exercice 2018. La troisième délibération en transport porte sur la décentralisation et la dépénalisation du stationnement payant sur voirie. Vous savez, c'est tout nouveau dans toutes les villes de France. La convention avec la ville de Dunkerque pour la répartition des recettes, je ne vous explique pas, vous connaissez maintenant, ça change. C'est un forfait de post-stationnement, c'est plus des amendes. Et à la communauté urbaine, comme on a transféré le stationnement sur voirie à la communauté urbaine, il y a une répartition avec la ville de Dunkerque pour les produits de ces forfaits post-stationnement. Il est donc proposé de passer une convention pour 5 ans avec la ville de Dunkerque afin de fixer les modalités de calcul de cette part qui sera reversée à la communauté urbaine de Dunkerque. Il est proposé pour l'année 2018 d'affecter la somme reversée par la ville de Dunkerque au financement des parcs et ouvrages de stationnement, en particulier celui du parc réalisé sur l'esplanade Guynemer, parking dénommé Centre-Gare. Je vous propose d'approuver le projet de convention et d'affecter le montant en réalisation des parcs et ouvrages de stationnement. Je continue ou on s'arrête sur les trois ? On peut s'arrêter sur le transport. Je vous laisserai la parole. On a eu une belle illustration quand même, Damien, tu étais présent, de l'ambition du projet DK+, et ce que ça va changer quotidiennement pour les habitants au cours de la visite du directeur général de l'ANRU. C'était hier, si je ne me trompe pas. Nous avons été visiter les quartiers saint-paulois, notamment de la Cité des Cheminots et de Jean-Bart Guynemer. Il faut savoir, par exemple, et chez toi avant et à Dunkerque après, mais en tout cas, à Saint-Paul-sur-Mer, il y a eu une illustration concrète du projet DK+. Vous savez aujourd'hui que les habitants de la Cité des Cheminots ou de Jean-Bart Guynemer ont un transport collectif avec une fréquence d'1 heure. Et à partir du 1er septembre, ils verront la fréquence du bus passer près de chez eux passer à 10 minutes. Voilà concrètement le changement que ça produit quand on sait que, par exemple, dans un certain nombre de ces îlots, on peut dépasser les 50% de ménages qui n'ont pas de voiture. On peut imaginer le changement de vie que ça représente
pour les personnes de la Cité des Cheminots ou de Jean-Marc Guilmer. Et ça, c'est très concret et c'est au 1er septembre. Et ça, c'est des projets dès qu'il y a plus de mobilité. Donc je voulais l'illustrer parce qu'on a un bel exemple de vie quotidienne. Est-ce qu'il y a des questions, des demandes d'intervention sur les 3 délibérations transport? Non, je vais passer au vote. La 2, il n'y a pas de vote. La 3, qui est contre, qui s'abstient, tout le monde est pour. La 4, qui est contre, qui s'abstient, tout le monde est pour. Damien, je te repasse la parole pour la suite. Oui, 6 délibérations en matière d'énergie. La première porte sur la société économie mixte Énergie Hauts-de-France, le rapport annuel 2016. Nous avions décidé de participer à la création de cette société anonyme d'économie mixte locale dénommée Nord Énergie, dont l'objet social porte sur le développement des énergies renouvelables thermiques et électriques sur le territoire, pour une participation fixée à hauteur de 200 000 €. Le rapport vous est donc présenté, vous l'avez eu en annexe des délibérations, je ne vais pas revenir dessus. C'était la première année de fonctionnement, donc c'est vraiment la mise en route. Je vous propose de prendre acte donc de la communication de ce rapport d'activité de la SEM pour l'exercice 2016. La deuxième délibération porte sur la société d'économie mixte opérateur régional de réhabilitation énergétique du logement Laurel, rapport annuel 2016. Il s'agit du rapport annuel, donc pareil, de cette SEM Aurel, dont les faits marquants reposent essentiellement sur une volonté de la région de se désengager du dispositif, impliquant pour Laurel une mise en liquidation judiciaire, malheureusement, alors même que nous avions là un bel outil de lutte contre la précarité énergétique qui permettrait la réhabilitation des logements. Ceci étant, je vous propose de prendre acte aussi de la transmission de ce rapport annuel 2017 pour l'opérateur régional Aurel. La troisième délibération en matière énergétique porte sur les services publics de la fourniture, de la distribution d'électricité. Je vous présente le CRAC, le compte-rendu annuel d'activité 2016 des délégataires électricité de France, EDF et Enedis, ex-RDF. Le rapport d'activité de la concession d'Enedis montre sur le plan clientèle une légère augmentation du nombre de points de livraison. En 2016, la facture d'électricité pour un foyer communautaire diminue de 3,8% pour s'établir à 759,69 € TTC, conséquence de la baisse de la consommation et du prix de kilowattheure. On voit que les efforts en matière d'efficience énergétique portent. Au niveau de la solidarité, malheureusement, nous avons encore 10 031 ménages qui bénéficient du tarif de première nécessité, ce qui doit aussi nous inquiéter et nous interroger. Du point de vue de la qualité, le temps de coupure moyen client est en diminution. Il est passé à 46 minutes. Il était à 52, je crois, mais il reste bien trop supérieur aux moyennes observées dans d'autres concessions urbaines. Il faudrait qu'on revienne autour de 25 minutes. On demande des efforts. Ça arrive, c'est lent, mais on y arrivera. La communauté urbaine de Dunkerque avait demandé à son délégataire d'engager un plan d'action visant à améliorer nettement ce résultat avant le terme de contrat fixé en 2018. Il en reste donc jusqu'à la fin de l'année pour s'améliorer. Sur le plan patrimonial et financier, je vous laisse prendre connaissance des descriptifs, dans lequel je note tout de même une augmentation d'investissement consacrée à la performance du réseau de 29%. Là aussi, vous savez que c'est important que le délégataire investisse sur le renouvellement du réseau. Et là, ERDF a profité des travaux de Decabus du coup, pour passer des fourreaux et changer les câbles le long du tracé, ce qui me semble intelligent comme démarche. Donc une augmentation de 29% des investissements. Là encore, je vous demande de prendre acte du compte-rendu annuel d'activité et de solliciter EDF et Enedis l'ensemble des éléments répertoriés dans le rapport d'observation, parce qu'il est toujours difficile d'obtenir l'ensemble des informations que les services demandent pour un bon suivi. La quatrième délibération porte sur le service public de la distribution du gaz. C'est pareil, le CRAC 2016. Même analyse que la précédente délibération. Le délégataire de service public pour la distribution de gaz nous a rendu son rapport annuel d'activité. Il n'y a pas de choses particulières sur les réseaux de gaz. Et donc là encore, on prend acte de ce compte rendu. Et là aussi, on sollicite des informations supplémentaires pour que les services puissent travailler en toute clarté. La cinquième porte sur le service public de la distribution de l'énergie calorifique. Présentation du compte-rendu annuel du délégataire Énergie Grand Littoral, EGL. Sur le rapport de notre délégataire, je retiens les différents et nombreux échanges entre EGL et l'autorité concédant afin de trouver la meilleure solution de valoriser l'énergie ici du centre de valorisation énergétique, concrétisant ainsi le projet en 2017. Ça, c'est ce qu'on a. Les travaux ont commencé maintenant. Sur le plan clientèle, le réseau de chaleur alimente 235 clients en 2016, mais 235 clients, par exemple, c'est la mairie de Dunkerque, c'est un client, mais il y a beaucoup d'équipements qui sont alimentés par le réseau de chaleur. En 2016, la quantité de chaleur distribuée s'élève à 122 902 MWh,
chaleur. Les collectivités locales et les bailleurs sociaux consomment plus de 70% de la chaleur du réseau. L'utilisation du réseau de chaleur, et c'est là qu'il convient d'être vigilant, a permis d'éviter le rejet de 17 600 tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Sur le plan financier, les recettes de la concession proviennent de la vente de la chaleur de l'électricité produite par les 3 cogénérations. En 2016, le prix moyen de vente de chaleur s'élève à 66,26 € TTC au mégawatt, soit moins 3% par rapport à 2015. Cependant, la part fixe, c'est toujours le problème dedans, continue de représenter 58% de la facture d'un usager. Et donc, ainsi, limite les économies générées par la réduction des consommations. Il y a un moment où on peut faire des travaux pour diminuer sa consommation énergétique. La part fixe, celle-là, ne bouge pas. Et elle est de 66% de cette facture. Il y a un moment où on se posera des questions sur comment réduire aussi cette part fixe. Et dans cette part fixe, c'est le coût de l'établissement du réseau qui est énorme. Voilà, je vous demande de prendre acte de cette consommation. Mais cela dit, un jour, on va compter les tonnes de CO2 qui sont évitées dans les coûts de l'énergie. Et là, ça remettra les vrais coûts de chacune des énergies. La dernière délibération, il me semble, sur l'énergie, c'est le service public de la publique concessive avec Électricité de France et Enedis. Il convient d'entamer les démarches préalables au renouvellement de ces... Ah oui, c'est pour relancer donc la concession, la délégation de service public qui arrive à échéance donc fin 2018. Il convient d'entamer les démarches préalables à son renouvellement conformément au Code général des collectivités. Il y a un accord de principe qui doit être donné par notre Conseil ce soir pour lancer ces démarches. Et je vous demande d'approuver le principe de recours à une délégation de service public concessif. On n'a pas tellement le choix puisqu'il n'y a qu'un réseau électrique et un réseau de gaz. On n'a pas le choix du délégataire. Mais il faut lancer les négociations. Sur les délibérations 5 à 10, donc y a-t-il des demandes d'intervention ? Non. Donc il n'y a pas de vote sur la 5, la 6, la 7, la 8 et la 9, puisqu'il s'agit de prendre acte des rapports, comme ça a été fait. Sur la 10, qui est contre, qui s'abstient, tout le monde est pour, je vous en remercie. M. Carême, pour le rapport annuel du développement durable. 2017, effectivement, ce rapport porte sur un bilan des actions de l'ensemble de nos politiques publiques dans une logique de développement durable intégrant des principes de transversalité et de gouvernance. 2017 fut marqué par de nombreuses réalisations, avec par exemple, on l'a vu, le nouveau réseau des K+ de mobilité, bientôt totalement gratuit, plus efficace, proposant une desserte, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, plus juste à l'échelle de la communauté urbaine de Dunkerque, qui participe au désenclavement d'un certain nombre de quartiers. Nous allons pouvoir créer de nouvelles habitudes de déplacement, un gain de pouvoir d'achat, mais aussi et surtout plus de liens sociaux sur notre agglomération, et je pense que ce n'est pas négligeable. Le développement durable se conjugue aussi avec la recherche de l'amélioration du quotidien avec nos réseaux de chaleur, les dispositifs réflexe acquisition, réflexe adaptation, réflexe énergie, le plan de prévention des bruits dans l'environnement, la politique agricole et alimentaire de l'agglomération, qui consolidera des circuits économiques courts et locaux, qui sont ainsi des priorités clairement affichées dans notre mandat. Notre ambition plan air, climat, énergie territoriale, qui ne représente pas moins de 25 structures engagées, le deuxième forum de la transition, ou encore plus récemment la récompense du Citergy Gold, qui place notre collectivité comme meilleur score jamais atteint en France et nous positionne 31e sur 1400 collectivités en Europe. Toutes ces actions démontrent l'importance et l'engagement des services pour une politique énergétique et climatique efficace et exemplaire. Bien évidemment, la recherche d'efficience dans nos politiques publiques n'est pas en reste, avec notamment le schéma de mutualisation qu'a pu présenter Isabelle il y a quelques instants, le pacte fiscal et financier, ça n'est pas négligeable non plus, le Learning Center aussi, pour faire de la vulgarisation de ces politiques, des cas clics ou encore le projet communautaire qui démontre notre volonté d'une meilleure implication des citoyens et une amélioration continue de l'administration. Plus récemment, et vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, l'appel à manifestation TIGA pour lequel la CUD a été déclarée lauréate porte quant à lui l'ambition d'une véritable transition de notre territoire. Vous l'avez compris, notre rapport de développement durable, bientôt consolidé dans un seul et même document, représente et symbolise l'engagement de toute une collectivité pour afficher et construire avec les citoyens une véritable politique de résilience. Je vous propose de prendre acte de ce rapport de développement durable 2017 présenté préalablement au débat d'orientation budgétaire. Merci. Y a-t-il des interventions ou des questions sur le rapport annuel du développement durable ? Non. Écoutez, je vous remercie. On peut ainsi passer au débat d'orientation budgétaire. Et donc, je passe la parole à Monsieur Rommel. Je vous propose, Monsieur Rommel, de présenter uniquement la délibération 12, donc débat d'orientation budgétaire, et ensuite, nous aurons les 5 autres délibérations. Merci.
Merci, Monsieur le Président. Donc je ne sais pas où se déclenchent les diapositives. Voilà. Donc déjà, une petite introduction. C'est pour vous dire que mon discours aujourd'hui sera beaucoup moins catastrophique qu'il a pu l'être au mois de décembre, parce que, souvenez-vous, nous craignions alors à l'époque une dotation de compensation de la taxe professionnelle réduite assez fortement, avec une perte à peu près de 9 millions d'euros par an, et donc à peu près 65 millions d'euros que nous perdions en 6 ou 7 ans, ce qui était pour les finances de la communauté urbaine de Dunkerque assez catastrophique. Après plusieurs allers-retours, après plusieurs interventions de nos parlementaires, mais aussi de vous, Monsieur le Président, auprès du ministre, pour dire que c'était inconcevable de laisser la loi et l'écriture telle qu'elle était, ils sont revenus en arrière et en fait, ils ont fait un pourcentage par rapport aux recettes réelles des fonctionnements, et ce qui fait que la baisse pour le territoire communautaire se monte à 1,3 million. Donc 1,3 million au lieu des 8 ou 9 millions que nous risquions de perdre. Donc on les perd. Vous le verrez par la suite dans son diaporama. On est assez prudent et donc on prévoit que cette baisse de 1,3 million va encore grandir l'an prochain. Mais toujours est-il que ça semble beaucoup plus réalisable pour nous construire le budget et surtout de ne pas taper trop fortement sur tous les services que nous pouvions faire au niveau de la communauté urbaine de Dunkerque. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. Il y en aura d'autres, mais là on verra au niveau du diaporama. Donc ceci étant, on va démarrer donc ce débat d'orientation budgétaire. Donc le premier diapo concerne les recettes réelles de fonctionnement. Donc on va commencer par l'état des lieux avec le réalisé 2016 et l'estimé 2017, et ensuite on fera les prospectives. Donc les recettes de fonctionnement. Donc elles sont en hausse. Donc tout budget confondu, elles sont estimées à 448 millions d'euros, soit une hausse attendue par rapport à 2016 de 17,2 millions d'euros, soit une augmentation de 4% de nos recettes. Bon, il faut prendre ça avec précaution parce que, bon, bien sûr, nous avons une fiscalité en augmentation avec plus 6,5 millions, dont 5 millions liés au terminal méthanier. Mais nous avons aussi une indemnité de 15 millions d'euros sur un contentieux. Nous allons reparler tout à l'heure dans une des délibérations qui passera suite à ce débat de rotation budgétaire. Un contentieux fiscal qui a quelques années maintenant, à une époque où la CUD touchait encore la taxe professionnelle, un contentieux avec Arcelor et un contentieux avec Polymérie, parce qu'à l'époque, les services communautaires trouvaient que la recette pour ces deux entreprises-là était sous-évaluée. Donc les services de la communauté urbaine de Dunkerque ont donc réclamé. Alors c'était réclamé 40 et quelques millions à l'époque. L'État voulait bien entendre parler d'une dizaine de millions. Mais donc on est parti au tribunal. On vient d'avoir gain de cause, mais l'État a fait appel. Donc, pour ne pas prendre de risques, nous avons décidé de mettre ces 15 millions d'euros, de faire une provision, de les mettre de côté. Donc, je sais que beaucoup de gens m'ont déjà interpellé pour savoir quand est-ce qu'on les aurait, parce qu'ils ont plein d'idées pour les dépenser. Donc, il faudra attendre, si ça va assez bien, environ 2 ans pour pouvoir commencer à toucher à ces sortants, si tout va bien. Donc, il faut attendre que l'appel soit fait. Voilà. Donc, ça, c'est pour les recettes. Vous avez le tableau, vous avez les plus, les moins, et ce qui reste à peu près équivalent. Ensuite, au niveau des dépenses. Donc, les dépenses réelles totales de fonctionnement, tout budget confondu, devraient s'établir à fin 2017 à 382,4 millions d'euros, soit une baisse attendue par rapport à 2017 de 500 000 euros, soit à peu près 0,13%. Donc cette évolution provient essentiellement de 3 phénomènes. À la fin du mécanisme de provision de transport, pour moins 5,6 millions d'euros, et une baisse des charges du budget principal et une augmentation du FPIC. Donc vous avez là aussi le tableau. Si vous avez des questions à poser ensuite, vous pourrez y aller. Au niveau des dépenses, donc nous sommes sur les mêmes diapos, c'est bien. Et au niveau des dépenses, on a eu une dépense d'équipement assez soutenue sur la période 2014-2017, vous le voyez, avec 325 millions d'euros, soit une moyenne de 80
1 million d'euros par an. Donc ensuite, au niveau de la situation financière fin 2017, donc c'est une estimation parce que tout sera bouclé le 31 janvier, mais on y est presque. Hein. Donc on a une épargne brute fin 2017 qui est en stabilité, hein, donc avec une hausse équivalente des recettes et des dépenses. Un niveau de réalisation des investissements hors THNS plus faible et donc un léger retrait de l'encours de dette, une stabilisation de la capacité de désendettement sur 6 ans. Donc vous voyez les chiffres, hein, la dette baisse, hein, donc la capacité de désendettement aussi. Sinon, vous avez les chiffres de l'épargne brute qui sont stables et les chiffres de l'épargne nette qui sont stables également. Pour les perspectives, les recettes attendues à partir de 2018. Donc, d'abord, des recettes qui viennent de la fiscalité totale qui sont en hausse, mais en précisant quand même qu'elles ne représentent plus que 41% des recettes totales de la collectivité, contre 59% sous forme de dotation, dont on parle très régulièrement. Donc, sont attendues une augmentation assez importante par rapport à 2017. Elles seront connues que définitivement en mars de l'année prochaine et elles sont liées pratiquement complètement au terminal méthanier. Vous verrez, on va faire un petit zoom sur le terminal méthanier ensuite. Mais si on enlevait le terminal méthanier, les recettes en fait seraient en baisse de 1,3%. Hein, donc, bon, ils sont allés un peu vite avec le terminal méthanier, mais on va y rester. Donc, avec un petit focus sur le terminal méthanier, et essayer de vous expliquer les deux tableaux. Vous voyez l'impact sur les recettes de la CUL du terminal méthanier. À gauche, c'est ce qui aurait dû se passer. C'est-à-dire, cette année, nous aurions dû toucher, l'année passée, pardon, en 2017, nous aurions dû toucher 9 207 000 euros. Et donc, avec 4 982 de CFE, cotisation foncière de l'entreprise, un peu plus de 4 millions d'IFER et 0 au niveau de la CVAE. En 2018, nous devions avoir donc la contribution foncière des entreprises qui doublait, hein, parce qu'ils ont droit à un abattement de 50% la première année pour atteindre presque 10 millions. L'IFER, donc stabilisé à 4 224 000 et une CVAE estimée à 386 000 euros. Soit en 2017, 9 207 000 et en 2018, 14 575 000. Mais la réalité ne sera pas celle-là parce que l'entreprise, au niveau de l'IFER, s'y est pris un peu trop tardivement. Les services, ils ont dit on ne voit rien arriver, ils ont relancé. Et donc, nous n'avons pas touché l'IFER en 2017. Donc, la réalité, c'est donc pour 2017, 5 millions d'euros à peu près qui ont été versés grâce au terminal méthanier. Mais en 2018, on récupère donc l'IFER de 2017 plus celui de 2018. Et donc, nous toucherons 18 millions de fiscalité par rapport au terminal méthanier. Donc, vous voyez d'ailleurs la petite phrase toujours, enfin le petit pavé toujours en bas, une fiscalité avec le terminal méthanier et une fiscalité hors terminal méthanier. Donc, avec le terminal méthanier, c'est une fiscalité en hausse de 10,58%. S'il n'était pas là, ce serait en baisse de 1,28%. Je dirais en fait, comme je le disais en commission pour les commissaires qui étaient présents, c'est la preuve que pour continuer à se développer au niveau de la communauté urbaine de Dunkerque, il faut que le grand port maritime se développe aussi. Dès qu'il s'arrêtera, dès qu'il se stabilisera, forcément, les recettes communautaires baisseront comme toutes les recettes de collectivité. Donc, je vais utiliser un terme, pas péjoratif, nous sommes condamnés à toujours avancer et à toujours se développer, alors quelle que soit la recette, pour ne pas avoir justement cette stagnation. Donc là, après, on a un petit focus pour la DCRTP, mais aussi pour la fiscalité, avec le avant par rapport après. Avant, quand on touchait la TP, on avait une fiscalité, par exemple, qui représentait que, au niveau de la TP, les différentes taxes que nous touchions, 281,8 millions. Et cette fiscalité, nous la maîtrisons et il suffisait de voter les taux pour la faire baisser ou la faire monter. Maintenant, suite à la réforme de 2011 et à la fin de la taxe professionnelle unique, notre fiscalité se monte qu'à 94,8 millions. Donc on peut jouer que sur cette fiscalité-là.
Et le reste, ce sont des fonds. Donc la DCRTP dont on parle très régulièrement, qui est la dotation de compensation de la taxe professionnelle, mais aussi un fonds national qui a été fait entre collectivités, parce que lors de la réforme, des collectivités ont beaucoup gagné, d'autres ont beaucoup perdu. L'État avait souhaité faire une opération blanche, donc ce fonds vient des entreprises des collectivités qui avaient gagné beaucoup avec la réforme, qui redistribuaient donc pour les collectivités qui perdaient beaucoup. Donc les fonds, on n'est pas maître. Donc pour l'instant, le Fonds national JR, j'ai oublié, excusez-moi, lui est maintenu et est bloqué. Par contre, la DCRTP, on le voit, peut évoluer à tout moment. En parlant de la DCRTP, je vous le disais tout à l'heure, nous n'avons perdu que 1,3 million cette année, mais nous devons faire attention parce que rien n'est encore annoncé. Chaque année, le gouvernement va nous annoncer ce qui va changer au niveau de cette DCRTP, mais quand on regarde ce qui s'est passé ailleurs ou sur d'autres fonds, on peut estimer que la DCRTP descendra tous les ans pour arriver à zéro. De toute façon, je pense que le but de l'État, c'est que cette dotation disparaisse à un moment ou à un autre. Comme je vous l'ai dit, c'est plus tolérable aujourd'hui quand ils prennent les recettes réelles de fonctionnement par rapport à ce qu'ils avaient décidé avant. Mais un jour ou l'autre, on perdra cette DCRTP. Ça mettra beaucoup plus de temps, tout en sachant que le fonctionnement de justement cette réduction, à un moment, quand une collectivité va arriver à une DCRTP négative, forcément, ils vont la mettre à zéro. Et donc, la baisse attendue de cette DCRTP va être répartie sur moins de collectivités. Et au fur et à mesure, la baisse risque d'être un peu plus forte. Bref, on a voulu être prudent en vous montrant ce que pouvait être cette DCRTP et cette baisse de fiscalité pour la communauté urbaine de Dunkerque jusqu'en 2021, soit à peu près moins 6 millions d'euros. Alors on espère que bien sûr ce soit moins, voilà, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Donc ensuite, au niveau de on vous dire que le fonds de péréquation, le FPIC, est stabilisé comme la DGF, rien ne bouge, bien que la DGF, je reviendrai après, peut évoluer à la baisse si on ne fait pas attention. On parlera à ce moment-là de pacte fiscal. Mais donc l'enveloppe nationale a été stabilisée à 1 milliard et donc le FPIC est stabilisé. Donc on ne donnera pas plus que les années précédentes, sauf, comme on sait qu'il y a toujours des variables d'ajustement, on a prévu 1% en plus sur le FPIC pour 2018. Voilà, donc une petite synthèse, donc une fiscalité en hausse, un FPIC stable, une DGF stable, ce qui fait que nous avons une évolution de 10,58 millions en plus de recettes entre 2018 et 2017, ce qui fait une augmentation de 3,17. Donc ensuite, nous allons parler des taux et des tarifs pour 2018. Donc c'est un débat d'orientation budgétaire. Donc ce qu'on propose dans ce débat, c'est au niveau de la taxe des ménages et des entreprises, au niveau de la taxe d'habitation, c'est on pourrait, si l'on souhaitait, faire une taxe d'habitation qui pourrait aller de 11,99 à 94,40%. On a décidé de ne pas le faire, toujours pas. Donc voilà. Ça rapporterait de l'argent, mais on ne fera pas. C'est non envisagé à ce jour. On a aussi le taux de foncière toute la taxe foncière sur les propriétés bâties. Donc pareil, pas envisagé à ce jour. Vous voyez, si on faisait un taux de 1%, le taux est de 0 actuellement. Si on faisait un taux de 1%, ça nous rapporterait de 2,5 millions d'euros, mais bon, c'est pas envisagé à ce jour. Au niveau sur les propriétés non bâties, le taux actuel est de 3,38%, donc là non plus, pas de hausse. La cotisation foncière des entreprises, pas de hausse. L'imposition, l'IFER, forfaitaire sur les entreprises du réseau, on n'y touche pas. La cotisation sur la... on n'y touche pas, on n'a rien à dire, de toute façon, c'est national, de même que la cotisation sur la valeur ajoutée et la TASCOM. Donc on ne fait rien en fait, on n'augmente aucun, enfin quand je dis on ne fait rien, on n'augmente aucun des taux. Au niveau de la TOM, donc
pareil, on reste pareil. Et la redevance d'assainissement, on avait décidé de le maintenir au niveau de l'inflation. C'est ce qu'on verra d'ailleurs ensuite. Par rapport à ça, au niveau des dépenses qui sont attendues pour 2018, donc on vient d'abord on commence par le reversement aux communes avec l'attribution de compensation qui est à hauteur de 122,5 millions d'euros en 2017 et une DSC qui était en 2017 de 47,6 millions d'euros hors dotation exceptionnelle qui se montait à 900 000 euros. Donc ça, c'est suite au pacte fiscal et financier que nous avions signé avec la communauté urbaine de Dunkerque. Donc, vu les recettes et les décisions que nous avions prises précédemment, la DSC 2018 pourrait être abondée en fonction d'un pourcentage que nous avons à fixer de la variation de la fiscalité économique, avec une moyenne de 3 ans, entre 25%, ce qui veut dire que nous verserions 1,1 million d'euros en plus sur la DSC, jusqu'à 30%, où ce serait 1,4 million d'euros d'augmentation sur la DSC. On me souffle très fort que j'aurais pas dû écrire 25%. Donc voilà. Et donc, on regardera aussi l'évolution de la fiscalité des ménages. Au niveau des charges à caractère général, au niveau des subventions et des subventions, les charges à caractère général, nous pensons que 1% par an d'effort d'économie pour le budget principal serait une bonne orientation et 0% pour les budgets annexes. Donc une baisse de 1%, j'ai peut-être mal dit, de 1% par an sur le budget principal. Au niveau des subventions, on propose un effort d'économie en faisant une augmentation de 0% par an. Donc ce n'est pas une baisse, ce n'est pas une augmentation, mais essayer de maintenir l'enveloppe des subventions qui était estimée à 22,7 millions d'euros au niveau de 2017. Au niveau du personnel, donc pour 2017, 72 millions d'euros destinés. Continuer sur ce qui avait été décidé en 2014, en 2015, avec un effort d'économie de 0,75% par an, soit 600 000 euros, toujours hors mutualisation et hors transfert de compétences. Au niveau des frais financiers, nous avions une baisse d'environ 1 million d'euros par an depuis 2015. Ça devrait encore baisser, mais on estime qu'il sera plus aux alentours de 300 000 euros en 2018. Donc c'est grâce à des taux particulièrement bas. En ce qui concerne les investissements, donc la moyenne devrait se situer à 85 millions en moyenne annuelle sur 4 ans, donc sur la prospective 2018-2021, soit 255 millions sur 3 ans. Parce que nous, notre PPI fonctionne de 2018 à 2020. Donc, le PPI que nous avons construit il y a maintenant, en début de mandat, avec un PPI, une enveloppe qui est attribuée à chaque vice-président dans le cadre de ces délégations. Nous avons un PPI qui a arrêté aujourd'hui à 308 millions d'euros pour cette période de 2018-2020. Mais on pense à une réalisation budgétaire de 255 millions sur la même période. Alors, ce ne sont pas des projets qui sont abandonnés. C'est simplement, on se dit qu'on va avoir du mal à tout faire sur ces simples 3 années et que beaucoup de choses viendront terminer en 2021. Donc, il y a ces crédits se répartissent en plusieurs enveloppes. Donc avec une enveloppe affectée aux investissements qui est récurrent, donc 116 millions d'euros. Donc c'est ce qui est indispensable pour les services, pour les missions de service public de la collectivité, la voirie, l'assainissement, le transport, les ordures ménagères, l'énergie. C'est le socle obligatoire nécessaire pour la période. Et une enveloppe concernant des investissements dits de projet qui est fixée, elle, à 139 millions sur 3 ans, relative à la politique de l'aménagement urbain sur le territoire et sur les opérations exceptionnelles. Alors, je ne sais pas si nous l'avons en diaporama, mais je voudrais vous parler aussi du pacte fiscal et financier que nous allons devoir signer avec l'État d'ici le mois de juillet. Donc,
contrairement à ce qui avait pu être fait avant, où on disait aux collectivités, vous allez avoir moins d'argent, donc on nous baissait la dotation globale de fonctionnement, etc., pour faire des économies. Là, l'État nous dit, voilà, on vous laisse tranquille, mais vous n'avez pas le droit de dépasser 1,1% ou 1,2% de dépenses de fonctionnement supplémentaires par an. Et si vous ne tenez pas ce rythme-là, eh ben, c'est là qu'il y a un peu le recadrage et la punition, avec une baisse de la DGF à hauteur de 75% de tout ce qui va être dépassé. Autrement dit, si par exemple notre pacte fiscal avec l'État dit qu'on peut dépenser 1 million, si on dépense 1 million 100 000, donc on a dépassé de 100 000 euros le pacte fiscal, l'État nous enlève 75 000 euros de dotation globale de fonctionnement. Donc c'est pour obliger les collectivités à suivre l'effort de rationalisation des coûts de fonctionnement et du maintien des coûts de fonctionnement des collectivités. Donc voilà, nous on va présenter on va signer, on va travailler sur ce pacte fiscal avec l'État. Nous allons signer avec l'État aux alentours du mois de juin ou du mois de juillet, avec une hausse des coûts de fonctionnement limitée à 1,2%, je crois, aujourd'hui. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire au niveau de ce débat d'orientation budgétaire. Monsieur le Président. Merci. Qui souhaite intervenir sur ce débat d'orientation budgétaire? Madame Kerkhoff, Monsieur Bailleul. Pas pour l'instant, j'ai noté Madame Kerkhoff et Monsieur Bailleul. Madame Kerkhoff, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. J'interviendrai au nom du groupe Rassemblement Républicain pour le littoral en mouvement. C'est dans un contexte national marqué par l'effort budgétaire que nous allons devoir établir notre budget. En effet, les contraintes restent lourdes. La loi de finances 2018 et la loi de programmation des finances publiques 2018-2021 prévoient un plan qui permettra à l'État de réaliser 13 milliards d'économies à l'horizon 2022. Ce ne sont plus les concours financiers de l'État qui seront amputés, mais bien les dépenses des collectivités locales qui sont visées. Il nous est donc demandé ainsi de poursuivre la baisse de nos dépenses de fonctionnement. Alors l'enjeu pour nous, dans l'élaboration de ce budget, c'est d'opérer des choix de gestion nécessaires nous permettant de continuer à offrir à nos habitants et aux entreprises du Dunkerquois un service public de qualité, qui puisse les accompagner au quotidien, tout en maintenant bien sûr un niveau de dépenses de fonctionnement conforme aux objectifs fixés par l'État. La réalisation de nos missions, conformément à l'engagement pris auprès des habitants de nos communes, se fera cette année encore sans modification de fiscalité. En 2018, nous maintiendrons à leur niveau les taux de taxes d'habitation et foncier, ainsi que ceux des contributions auxquelles nos entreprises locales sont assujetties. Je tiens d'ailleurs à rappeler que la mesure d'exonération de 80% de la taxe foncière pour 2 ans pour les primo-accédants constitue une mesure importante de baisse de la fiscalité pour de nombreux habitants. Raté. Associé à nos efforts de gestion, aux recherches d'économies de fonctionnement et de mutualisation, le dynamisme économique de notre territoire nous permettra d'afficher des recettes à la hausse et de garder ainsi notre territoire attractif. Les orientations portées par le budget 2018 de la communauté urbaine nous permettront de faire preuve de solidarité et de responsabilité, notamment en poursuivant un programme d'investissement ambitieux. 2018 verra la fin des travaux d'aménagement nécessaires à la mise en œuvre du bus gratuit, sans augmentation de fiscalité. La logique portée par le projet DK+ de mobilité, au-delà du fait de faciliter les déplacements et de rendre du pouvoir d'achat aux habitants, renforce l'attractivité des centralités de l'agglomération et participe ainsi à la redynamisation de notre territoire. Il en est de même pour les grands chantiers qui s'ouvrent en ce début d'année, tels que la rénovation du stade Marcel Tribut ou la construction de la nouvelle patinoire. Des équipements de dimension intercommunale très attendus par les habitants. 2018 est aussi marqué par les efforts importants qui vont être réalisés en matière de lutte contre les risques de submersion marine. À Grand-Fort-Philippe, sur le delta de la Haut, sur la digue des Alliés à Dunkerque, les travaux conséquents qui sont engagés valorisent et protègent notre patrimoine. Un service public de proximité efficace est une nécessité dans un territoire comme le nôtre.
C'est pourquoi les orientations budgétaires vont nous permettre, entre autres, de poursuivre et amplifier l'action de la communauté urbaine dans l'ensemble de nos communes en faveur de l'aide au logement, première préoccupation de nos concitoyens, je le rappelle, avec des dispositifs tels que réflexe acquisition, réflexe énergie, réflexe adaptation, et l'ensemble des mesures définies dans la convention passée récemment avec Action Logement, comme louer pour l'emploi. Je tiens enfin, Monsieur le Président, à remercier les services de la communauté urbaine de Dunkerque pour leur travail sur ce rapport d'orientation budgétaire. Merci à Eric également de nous l'avoir présenté, c'était pour lui la première fois. C'est vrai, c'est vrai. C'est un beau baptême. Monsieur Bailleul. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, moi aussi, je m'associerai à ma collègue pour féliciter la première fois d'Éric Romel. Ça ne s'oublie jamais, une première fois. Et celle de ce soir a été riche en émotions pour toi, Éric. C'était pas simple de nous faire vivre tous ces chiffres. Je te remercie encore. Sache que dans quelques instants, je vais te demander de partager le choc fiscal du terminal méthanier. Le ROB, ou DOB, le nom a changé, de mi-mandat, c'est quelque chose d'important parce que on est arrivé au milieu du gué, on est au milieu de ce mandat qui a commencé en 2014 et on se dit est-ce qu'on va atteindre l'autre rive avec les ambitions importantes, volontaristes, qui étaient les nôtres sur le projet communautaire qu'on a ensemble adopté. Et ce projet communautaire, il ne peut exister que si bien évidemment les finances répondent présent. Des ambitions importantes comme le transport gratuit. Ça y est, on y est. Des ambitions importantes comme les états généraux de l'emploi et des levées de fonds importantes pour les entreprises. Ça y est, on y est. Environ 3,5 millions d'avances remboursables, d'aides qui ont généré presque 12 millions d'investissements privés et tout autant en emploi. Des projets d'envergure, ils ont été cités il y a quelques instants sur les équipements. On attendait une rénovation importante, un agrandissement du stade. On y est. On attendait la nouvelle patinoire depuis tellement d'années. On y est. Des projets qui peuvent paraître d'envergure moindre, mais qui ont toute leur importance auprès de la population, car c'est cette communauté urbaine plus proche des gens que nous voulons depuis 2014. Je pense notamment au rattrapage des programmes de voirie. Partout, dans toutes les villes de l'agglomération, on peut dire aujourd'hui, on a des rues, on a des trottoirs refaits. Une agglo qui se transforme, il suffit de voir les grands projets menés. Et tout ça, ça a été dit peut-être un peu trop rapidement, sans aucune mesure fiscale nouvelle, si ce n'est une mesure d'allègement, puisque c'est ces 80% de taxes en moins pour les nouveaux arrivants, nouveaux propriétaires. Alors, oui, on peut dire qu'au milieu du gué, on va atteindre l'autre rive et qu'on va l'atteindre avec, je l'espère, brio. Une agglomération qui est aujourd'hui en France en mesure d'investir environ 80-85 millions dans des équipements pour ses habitants. Il n'y en a pas énormément. Il n'y en a pas énormément parce qu'on a eu l'intelligence de continuer un plan pluriannuel d'investissement de qualité et qui touche l'ensemble de notre territoire. Aujourd'hui, partout, ouest, est, centre d'agglo, sud, eh bien, nous pouvons bénéficier de ces investissements de la communauté urbaine. Alors oui, moi je pense qu'à la mi-mandat, on peut regarder déjà un petit peu dans le rétroviseur, mais aussi se projeter en avant et être assez fier de ce que nous sommes en train de réaliser. Permettez-moi, parce que c'est un sujet qui, depuis le début du mandat, m'a beaucoup interpellé, sur lequel je suis revenu à plusieurs reprises, également des dispositifs innovants de solidarité financière entre les communes, des aides ponctuelles quand la commune était en grande difficulté. Certains autour de cette table en ont bénéficié, et c'est très bien ainsi. Ce fameux gâteau où chaque année les parts évoluent. Elles sont encore, pour certaines, un peu plus grandes que d'autres, mais chaque année, il y a eu cet effort de les faire évoluer. Et encore, vous l'avez vu dans le budget de cette année, le débat d'orientation budgétaire nous dit, Éric, j'ai bien retenu le chiffre, 30%, soit 1,4 million d'euros. C'est bien ça le chiffre dont tu as parlé. Très bien, je te remercie. Et
on pourrait aller peut-être plus loin sur ces dispositifs innovants. On pourrait peut-être aller plus loin en se disant que, est-ce qu'à un moment donné, si une commune en particulier, que ce soit Lonne-Plage, Dunkerque ou bien Coutquerque-Branche demain, bénéficie d'un choc fiscal avec l'arrivée comme ça d'une entreprise à valeur ajoutée très forte, un terminal méthanier, mais ça peut être une très grande entreprise génératrice de nombreux emplois. On en aura peut-être, je le souhaite, sur les terrains de l'Ouest dans les mois à venir. Eh bien, il se pourrait qu'on réfléchisse à un nouveau dispositif, un nouveau mécanisme, qui serait de dire une partie de ce choc fiscal, il est remis au pot commun pour toutes les communes, pour que tout le monde en profite. Parce qu'on sait bien que ça ne va pas toucher qu'une ville. Alors bien sûr que cette ville doit garder la grande majorité de ce choc fiscal. Ça paraît tellement évident, avec notamment des problématiques nouvelles, des problématiques d'accès, des problématiques de voisinage, des problématiques avec les riverains. Bien évidemment que cette commune doit bénéficier du maximum. Mais pourquoi pas symboliquement qu'un quart, par exemple, 25% de ce choc fiscal soit, lui, remis dans ce pot commun, comme on l'a fait avec, je le dis, beaucoup d'intelligence de l'ensemble des maires autour de la table pour le dispositif de la DSC. Et je ne remercierai jamais assez l'ensemble des élus qui ont bien voulu à l'époque suivre ce dispositif qui était déjà en son temps très innovant. Et je vous remercie encore, Monsieur le Président, d'y avoir cru. Et puis, une dernière remarque, parce que là aussi j'y tiens beaucoup, non pas seulement parce que j'ai un pari particulier avec le président de la communauté urbaine concernant une baignade à venir. Mais si, disons-le, soyons honnêtes, on en rêve tous de le voir plonger dans le bain de Coutquerque-Branche, juste drapé. Juste drapé. D'un maillot de bain XL. Plan piscine qui n'a pas été évoqué directement, mais qui pourra, je pense, au regard des chiffres solidifiés de la communauté urbaine, peut-être être envisagé déjà sur cette fin de mandat, ce qui serait là aussi une étape à laquelle on pouvait peut-être ne pas croire en 2014, tant les ambitions et le volontarisme étaient importants, mais tant devant nous se dressaient nombre d'obstacles. Et si je devais n'en reprendre qu'un, je l'ai dit en début de mon propos, c'est bien évidemment le transport gratuit, avec notamment un versement transport inchangé, ce qui signifie bien que ce transport est entièrement financé. Je vous remercie. Merci. Dernier orateur inscrit, Monsieur Carême. Oui, quelques mots sur ce DOM, mais les propos seront plus longs pour au moment du vote. Je me réjouis, bien évidemment, comme chacun, des bonnes nouvelles, après la crainte que nous avions eue, et je pense qu'il faut féliciter chacun du lobbying qui a pu être effectué pour que le gouvernement n'aille pas jusqu'au bout de sa logique. Ces bonnes nouvelles vont donc nous permettre de conduire les projets fixés au service des habitants, parce qu'il n'y a que ça qui doit nous animer ici, dans ce conseil communautaire. Toutefois, je note que la prise d'otage de l'État sur les collectivités se poursuit, parce que je considère que c'est réellement de la prise d'otage. On le voit aujourd'hui, Eric l'a souligné, 51% du budget de la CUD est fait de dotation aujourd'hui, donc ça diminue notre autonomie. Et pour certaines communes, on a discuté avec Bertrand en aparté, on n'est pas loin de 90% d'autonomie. Il ne nous reste plus que la taxe d'habitation, finalement, sur laquelle on peut jouer. Comment ? Taxe foncière, oui, pardon. Sur laquelle nous pouvons jouer, donc ce qui est maigre dans certaines communes. Donc on nous oblige aussi à mettre par le pacte fiscal qui va contraindre la communauté urbaine à mener des politiques coercitives d'austérité. C'est le cas pour limiter à 1% l'augmentation du budget de fonctionnement. Eh ben, ça veut dire que quand vous avez des frais de personnel, quand les dotations même, la DSC est comptée dans le fonctionnement de la communauté urbaine, ou les charges énergétiques que nous avons sur les bâtiments avec les hausses de l'énergie aujourd'hui, on va devoir faire des choix difficiles en matière de fonctionnement pour aller dans ce dogme de l'État français, de cette sacro-sainte règle d'or des 3% de déficit public. Et voilà, on oblige les collectivités aujourd'hui à prendre ce pas-là. Or, d'autres politiques sont possibles, comme l'exemple du Portugal nous le prouve aujourd'hui, qui n'a pas mis en œuvre ces politiques d'austérité et qui pourtant retrouve de la croissance et commence à faire rougir l'Allemagne de par les résultats qui sont obtenus depuis 3 ans au Portugal. Alors oui, nous devons poursuivre notre travail pour rendre attractif notre territoire, mais Eric, il ne faut pas le faire à n'importe quel prix.
mais certainement pas au détriment de la santé des habitants, au prix de la santé des habitants. On doit donc poursuivre le travail de mutation, de transition écologique et sociale de notre agglomération. Et je propose et je le proposerai régulièrement, de déployer ces moyens nouveaux pour accélérer notre mutation, la mutation de notre territoire, parce que nous le devons aux générations futures. Nous avons eu un héritage d'un territoire, nous devons transmettre un autre héritage aux générations futures, et c'est de notre responsabilité que de faire cela. Voilà ce que je voulais dire, ces quelques mots autour du DOB, Monsieur le Président. Merci. Tu souhaites rajouter quelque chose, Éric, ou... Oui, mais très, très rapidement. C'est un débat, justement, donc c'est à nous de décider ce qui va se passer dans les années futures au niveau de la communauté urbaine de Dunkerque. Non, je ne vais pas répondre aux collègues, je vais les remercier. Je vais simplement les remercier d'avoir validé ce débat d'orientation budgétaire. Simplement mettre le doigt sur quelque chose, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Au niveau de la communauté urbaine de Dunkerque, il y a quand même quelque chose qui est très remarquable, c'est justement cette DSC. Nous sommes une des rares collectivités à l'avoir mis en place, et les quelques autres qui le font à moins de niveau sont en train de revenir en arrière, justement à cause des baisses de dotation, etc. Seule la communauté urbaine de Dunkerque a un niveau tel de dotation de solidarité envers les communes, et elle augmente encore chaque année. Et ça, c'est remarquable parce que, alors que depuis des années, l'État fait en sorte que les communes disparaissent peu à peu, les moins riches s'assemblant avec les plus riches, etc. À la CUDE, on veut à la fois avoir une dimension communautaire et l'agglomération pour réussir nos challenges, mais en même temps, on sauvegarde les communes. Alors, pour certains, pas assez, je comprends tout à fait, mais on sauvegarde les communes en augmentant chaque année la DSC. Donc, on est sur et c'est peut-être ce qui est quelquefois un peu dur dans nos discours, dans nos projets, c'est qu'on veut garantir les communes du territoire communautaire avec une DSC qui augmente sans cesse, et en même temps, on a des projets d'agglomération. Et donc, moi, je pense que c'est une particularité dunkerquoise qu'il faut conserver et mettre en avant aussi. On peut se développer ensemble tout en gardant cette proximité communale. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ensuite, je pense qu'on travaillera encore tous ensemble pour voir comment améliorer encore et encore dans tous les domaines qui ont été cités, la santé, la transition énergétique, la solidarité entre communes, etc. Mais ça, Monsieur le Président, c'est vous qui mènerez à un moment la concertation. Oui, quelques mots, parce que ce DOB, il n'est pas facile à lire quand même. Tu l'as très bien présenté, Éric, et je te remercie. Et pour un baptême, c'était franchement pas mal. Baptême républicain, bien entendu. Il n'est pas facile à lire parce qu'il donne à la fois le sentiment de moyens qui arrivent à la communauté urbaine, mais il y a en même temps des menaces, et beaucoup de menaces. Et je pense que tu l'as très bien dit. Il y a à la fois ce jackpot de 15 millions d'euros l'a reçu grâce à... Enfin, c'est pas vraiment un jackpot, on s'est battu pour l'avoir sur le plan juridique, mais dont on ne sait pas si finalement on n'aura pas l'obligation de le rangler à un moment. Donc évidemment, ça fausse un petit peu les perspectives que tu nous as tracées. Il y a l'effet du terminal méthanier avec ce décalage de 2017 à 2018 qui donne un effet grossissant de l'impact sur cette année. Et puis il y a la DCRTP pour l'avenir. Parce que ce qui a été voté dans le projet de loi, si on le poursuit, alors peut-être pas jusque 2020, tu as très bien montré la courbe jusque 2021, Éric, mais si on le prolonge après, c'est-à-dire s'il n'y a pas modification de la loi sur la DCRTP, c'est une courbe qui s'accélère, et même très fortement, parce que quand les autres agglomérations vont sortir du dispositif, il ne restera plus qu'à la communauté urbaine de Dunkerque de payer les frais de la baisse de la DCRTP. Donc il pèse des menaces sur nos finances, dont il faut être conscient. Peut-être qu'effectivement, dans le court terme, c'est-à-dire sur les 2 années qui viennent, on a des perspectives qui donnent le sentiment d'une victoire par rapport à la DCRTP. Si on regarde un peu plus loin, il y a des inquiétudes. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité avoir un rendez-vous au cabinet du Premier ministre pour évoquer cette question-là, parce que le projet de loi de finances sur la DCRTP ne me satisfait pas, parce que ça obère l'avenir pour notre collectivité. On a besoin aussi
au niveau des collectivités locales, de pouvoir se projeter. Quand on fait des investissements, ce n'est pas des investissements pour 2 ans, c'est aussi des investissements qui vont au-delà. Donc on a besoin aussi d'avoir une visibilité sur nos finances. Et je pense que ça, c'est aussi très important. Donc c'est vrai qu'il n'est pas facile à lire, ce rapport d'orientation budgétaire. Et je te remercie parce que tu l'as vraiment particulièrement bien présenté et tu as réussi à en montrer toutes les subtilités et les difficultés d'interprétation et de compréhension. Il n'y a pas de vote. Éric, je te redonne la parole pour les délibérations 13 à 17. Oui, j'ai oublié quelque chose de très important, Monsieur le Président, par rapport au débat d'orientation budgétaire. Je voudrais remercier tous les services qui ont travaillé pendant les fêtes de fin d'année pour sortir ce débat d'orientation budgétaire. Ça n'a pas été facile. On a attendu le dernier moment d'avoir des certitudes au niveau justement de cette dotation, ce qui fait qu'on a retardé le passage de ce débat d'orientation budgétaire qui passe habituellement avant la fin de l'année. Mais au niveau de l'agenda, ça a obligé toutes les équipes à vraiment travailler pendant les fêtes. Je tiens à les remercier parce qu'il y a un gros travail. Ils ont toujours été très réactifs. Donc je ne sais pas où est Cédric. Je ne l'ai pas vu, Cédric Soquel. Il est là-bas, tout au fond, il se cache encore une fois, comme il se cache tout le temps d'ailleurs, les services, mais ils font un gros travail. Et donc, je vais demander à Cédric d'accepter ces remerciements de la part du Conseil communautaire, mais surtout de les transmettre aussi à toute l'équipe qui le dirige, parce que ce n'était pas évident du tout. Excusez-moi, Monsieur le Président, de ce petit moment. Donc, je vais reprendre donc les points. Le point numéro 13, c'est un fonds de concours pour... Grande Sainte, donc pour le local cimetière. Donc là, j'espère que pour moi, ça ne sera pas une première, vous m'excuserez, je ne suis pas pressé. Donc la commune de Grande Sainte, par délibération du 11 octobre 2017, a sollicité la CUD pour financer les travaux d'un local technique de stockage pour son cimetière, s'élevant à 57 366,09 €. Donc cette demande s'inscrit dans le cadre de l'objectif 4 du pacte fiscal et financier, soutien à l'investissement des communes et du fonds de soutien des projets d'initiative communale d'un montant de 24 millions pour la période 2015-2020, dont 2 630 pour la commune de Grande-Sainte. Il est donc proposé l'octroi et le versement d'un fonds de concours d'un montant de 28 683 €, soit à peu près 50%, à la commune de Grande-Sainte au titre de la réalisation de cet équipement, ce qui portera le solde de l'enveloppe de la commune à 1 28 683 €. Ensuite, le point suivant, subvention budget principal au budget de la régie des ports de plaisance. Donc, l'article L22-24-1 du CGCT dispose que les budgets des services publics, industriels et commerciaux, les SPIC, doivent être équilibrés en dépenses et en recettes. Mais l'article L22-24 du même CGCT prévoit que dérogation. Donc, comme le Conseil communautaire a décidé le 3 novembre la création de la régie des ports de plaisance Dunkerque-Limited, qui reprend les activités de gestion des ports de plaisance publics de Dunkerque, activités dévolues précédemment au syndicat mixte de Dunkerque-Limited. Donc, au titre de l'année 2018, il apparaît donc nécessaire de prévoir la couverture du besoin en financement du budget de la régie Dunkerque-Neptune pour une subvention en provenance du budget principal de la communauté urbaine de Dunkerque. Le montant maximum prévisionnel de cette subvention est évalué à 1 774 000 €. C'est la même somme que l'an dernier. Ensuite, excusez-moi. La fixation des tarifs de redevances et prestations liées à l'assainissement. Donc, chaque année, il convient de fixer les tarifs des redevances et prestations d'assainissement. Une délibération du 26 novembre 2015 a fixé le cadre de l'évolution de cette redevance d'assainissement, tentant à gommer à la disparité entre les habitants des parties est et ouest du territoire communautaire sur une période allant de 2016 à 2020. C'est cette harmonisation qui est appliquée. Il est proposé par ailleurs d'appliquer une augmentation conforme à l'inflation prévisionnelle, soit 1,2% à toutes les prestations. Ensuite, nous avons les attributions de subventions de l'exercice 2018. Donc, cette délibération spécifique qui est obligatoire reprend l'ensemble des subventions présentées une par une dans les différentes commissions thématiques. Il s'agit d'une autorisation préalable permettant d'ouvrir les crédits qui seront repris lors du vote du budget primitif 2018 aux articles correspondants. Et enfin, on en a parlé, la provision pour risques et charges contentieux financiers. On propose tout simplement de mettre de côté cet argent pour une somme de 15 282 352. Merci. Des questions, interventions?
Pas de questions, je passe au vote. Délibération numéro 13. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc pour. 14 contre. Abstention. 15 contre. Abstention. 16 contre. Abstention. 17 contre. Abstention. Tout le monde est d'accord pour l'ensemble des délibérations. Je vous en remercie. Monsieur Lequin, vous avez une délibération. Merci, Monsieur le Président. Vous connaissez tous l'existence des centres de gestion de la fonction publique territoriale qui sont chargés d'assurer un grand nombre de missions au profit des collectivités territoriales qui en sont adhérentes. Ça concerne entre autres l'organisation des concours, publicité de vacances d'emploi, etc. Seules les communes de moins de 350 habitants sont obligatoirement adhérentes, mais la communauté urbaine de Dunkerque avait néanmoins fait le choix d'y adhérer. Or, les missions de gestion statutaire des agents sont actuellement toutes assurées en interne par les services des ressources humaines de la communauté urbaine. En résumé, les prestations du centre de gestion viennent donc en doublon avec celles assurées par la communauté urbaine. Et je précise quand même que le coût annuel d'adhésion au centre de gestion est de 104 769 €. Nous vous proposons donc de décider la désaffiliation, c'est pas facile à dire, de la communauté urbaine du centre de gestion, selon la procédure en tel cas, avec une prise d'effet qui sera au 1er janvier 2019. Je précise néanmoins que la communauté urbaine participera toujours au socle commun pour les prestations obligatoires et qui concernent le comité médical, les conseils de discipline en recours, etc. Et enfin, dernière précision, la commission ressources et administration générale a donné un avis favorable à cette sortie. J'aurais terminé. Merci. Des interventions, questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour? Je vous en remercie. Monsieur Decolle, vous avez une délibération. Merci, Monsieur le Président. C'est la commande publique, la convention pour le partage des outils informatiques. Je rappelle aux membres du Conseil que le schéma de mutualisation a été adopté le 26 novembre 2015 dans le domaine des achats et notamment la mise en place d'outils communs. La multiplication des solutions de dématérialisation sur les territoires peut être un frein à l'accès à la commande publique. Et la mise en place d'outils communs permet aux collectivités bénéficiaires d'envisager des gains économiques et d'harmoniser leurs pratiques par le biais d'échanges. 2 actions ont été mises en œuvre. La Fédération des acheteurs publics du territoire autour d'une même plateforme de dématérialisation des marchés publics, marchés sécurisés, et l'achat groupé de logiciels de gestion des marchés publics, le LIAB, l'IAWeb. Donc la présente délibération a pour objet de définir les conditions de mise à disposition de ces outils communs et d'en étendre le bénéfice à l'ensemble des acheteurs publics du territoire de l'agglomération dunkerquoise qui le souhaitent, chaque bénéficiaire restant autonome sur la conduite de ces achats. Il s'agit plus précisément de donner accès à la plateforme de dématérialisation marché sécurisé, permettre aux partenaires disposant de la licence du logiciel LIAWeb d'utiliser la plateforme LIAWeb mise en place pour la CUD. Il est proposé que cette mise à disposition s'effectue à titre gratuit, soit sans frais autres que ceux liés à la licence et à sa maintenance. Il n'en résulte aucun surcoût pour la CUD. Le Conseil de communauté doit approuver le partage des outils informatiques utilisés par la communauté urbaine de Dunkerque dans le domaine de l'achat public, doit décider de la gratuité de ce partage s'il n'en résulte aucun surcoût pour la CUD, d'en autoriser Monsieur le Président à signer la convention définissant les conditions d'accès aux outils partagés. Merci, voilà, Monsieur le Président. Decolle. Y a-t-il des questions, interventions? Qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour. Monsieur Bailleul, vous avez 2 délibérations. Merci, Monsieur le Président. Une toute première délibération relativement légère, puisqu'il s'agit simplement d'un avenant à la ZAC de Grande-Sainte, l'écoquartier du Baroque. Simplement, il vous est proposé que le dossier de loi sur l'eau soit transféré à la SPAD, oui, dans le cadre d'un avenant pour permettre une unicité de la maîtrise d'ouvrage. Et la deuxième, un peu plus importante, mais un sujet qu'on connaît bien, les CRAC. Il s'agit du compte-rendu annuel au concédant. En l'occurrence, il s'agit ici d'un projet sur l'ancien site de l'ICID, les terrasses de la mer, où je vous annonce, après le passage en commission, que les dépenses pour l'année 2016 ont été d'un montant de
690 € pour les études du géomètre expert, presque 1 million d'euros pour les acquisitions et frais, 376 349 € pour les travaux de VRD, également des honoraires de paysagistes et une rémunération pour l'aménageur, pour un total de dépenses qui s'élève à 1 380 000 € hors taxes. Les recettes se sont composées, elles, des montants de participation du concédant, et nous avons une prévision en participation communautaire à 998 470 000 €, la différence entre les dépenses et les recettes. En 2017, les travaux ont continué, notamment en termes de paysagement et de VRD. Une participation communautaire plus faible, bien évidemment, sur ce projet qui est très avancé, sur un simple montant de 80 000 €. Et nous aurons en 2018 le solde de la participation, puisque l'opération sera complètement clôturée pour un montant de 103 470 €. Voilà ce que vous devez approuver en termes de compte rendu au concédant. Je vous remercie. Merci. Question, intervention, délibération numéro 20, qui est contre, qui s'abstient, 21, qui est contre, qui s'abstient, tout le monde est pour, je vous en remercie. Monsieur Dersin étant absent, je propose à Monsieur Frémont de présenter les deux délibérations en tourisme et équipement. Monsieur Frémont, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vais donc vous présenter en tout premier lieu une délibération cadre qui concerne un projet transfrontalier qui s'appelle Vedette. Alors Vedette est un magnifique acronyme et pour ceux qui ont eu le goût de regarder comment il fonctionne, il est particulièrement brillant, ça pourrait être de la culture. Parce que Vedette signifie vers une éco-destination transfrontalière. Voilà, pour les deux T de Vedette. Alors, je savais qu'on pouvait faire des acronymes. Je ne pensais pas qu'on était obligatoirement dans l'orthographe exacte du mot qu'on voulait répliquer. C'est peut-être en flamand. Ça doit être en flamand, Monsieur le Président, évidemment. Alors, ce programme, plus sérieusement, est un programme qui porte sur le périmètre grand site qui concerne notre littoral Dunkerque à Brédune. Il s'agit à l'évidence d'un projet dont chacun connaît, puisque la communauté urbaine s'en est emparée depuis quelques mois maintenant. Il s'agit d'un programme qui trouve son prolongement tout à fait naturel, géographiquement également, avec nos voisins belges. Et c'est dans ce contexte-là que ce programme a été monté, avec un chef de file qui est notre voisin belge. Alors je vous ferai l'économie de la liste des noms, comme ça m'évitera de les écorcher, et je crois que c'est meilleur pour nos relations. Nos partenaires belges donc, sont chefs de file sur ce programme. 11 partenaires interviennent pour un budget global de 3,756 millions d'euros investis sur 4 ans. La communauté urbaine, elle, serait engagée à hauteur de 1 186 695 €, sachant que ce sont des actions qui sont déjà programmées et qu'en fait, cette opération nous permet d'aller rechercher du financement FEDER sur le programme. Donc c'est quand même une opération intéressante, sachant que ce financement est d'ores et déjà obtenu. Il est donc demandé au Conseil d'approuver le projet Vedette avec 2 T, proposé au financement du programme Interreg et de solliciter le financement Interreg subséquent. Je continue. Merci. La délibération 23 concerne l'auberge de jeunesse L'Escale et la délégation de services publics tarifaires 2019. Pour mémoire, nous présentons systématiquement avec une année d'avance, tel qu'il est prévu dans la délégation, les propositions d'évolution tarifaire. Chacun d'entre vous aurait eu la possibilité de consulter ces évolutions, sachant qu'elles sont assez mineures, puisque de mémoire, la plus grosse évolution doit être autour de 5% sur un rattrapage. Les autres sont en moyenne autour de 3%, donc on est dans quelque chose qui est tout à fait raisonnable. Merci. Des questions, interventions? Délibération 22, qui est contre, qui s'abstient? Tout le monde pour. 23 contre, abstention, tout le monde pour. Monsieur Clincard, vous avez une délibération? Oui, merci Monsieur le Président. La délibération que je vous propose porte sur un dispositif que vous connaissez tous, puisqu'il date de 2006. Il s'agit de favoriser l'accès de tous les écoliers de notre agglomération aux équipements communautaires. Vous dire que, au regard du succès de ce dispositif qui touche 20 000 élèves de notre agglomération, il est apparu nécessaire, d'une part, de proposer un quota de dépenses pour chaque commune, afin de ne pas dépasser l'enveloppe accordée, qui est de 370 000 €, et d'autre part, de permettre le versement dès l'année en cours
afin de ne pas mettre en difficulté la trésorerie de certaines communes comme Lonne-Plage, Gravelines, Grande-Synthe. Et donc, oui, c'est bien pour ça que je le dis. Et donc, pour l'année 2018, je vous rappelle donc que ces équipements cités et concernés sont donc le musée portuaire, le Palais de l'Univers et des Sciences, cher à Léon, et dont je salue d'ailleurs son nouveau directeur, Bernard Levent, qui est au fond de la salle, me semble-t-il, le parc zoologique, le centre d'information et d'éducation sur le développement durable, le golf et la halle au sucre. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est 20 000 élèves, c'est une enveloppe de 370 000 € qu'il faut affecter et répartir pour les 17 communes de notre agglomération. Donc je vous propose et je vous demande, Monsieur le Président, mes chers collègues, de bien vouloir octroyer ce fonds de concours. Formidable. Des questions, des interventions? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, Monsieur Clinquart. Formidable. Même Madame Verlinde, vous avez 2 délibérations. Merci, Monsieur le Président. La première concerne les modalités d'attribution des aides financières pour les opérations de logements sociaux liées au NPNRU pour l'année 2018. Par délibération du 3 mars 2016, la communauté urbaine de Dunkerque a fixé ses niveaux d'aide pour la construction, la réhabilitation ou la démolition des logements sociaux. Cette délibération ne portait cependant pas sur les logements qui feraient l'objet du nouveau programme national de renouvellement urbain, dont les règles de financement n'étaient pas connues alors en 2016. Nous connaissons maintenant les opérations qui seront construites en anticipation des futures démolitions, à savoir l'opération rue Pierre et Marie Curie à Saint-Paul-sur-Mer et l'opération Littoral Évasion à Grande-Synthe. Il est donc proposé de leur attribuer le même montant de subvention que les opérations relevant du droit commun. L'annexe de la délibération du 3 mars 2016 sera donc modifiée, remplacée pour tenir compte de cette proposition. Je vous demande donc d'adopter les modalités d'attribution des aides au logement social pour les opérations anticipées du NPNRU, dont le protocole d'accord a été signé hier par Monsieur le Président, et de décider d'octroyer à compter de la présente délibération et dans les limites des crédits budgétaires inscrits annuellement à cet effet, des subventions aux organismes bailleurs sociaux selon les nouvelles modalités définies en annexe de la délibération. La deuxième délibération concerne l'attribution d'un fonds de concours à la commune de Dunkerque pour la sécurisation du terrain des Archers, de la plaine de jeu du fort de Petite-Sainte et du chemin d'accès est aux jardins familiaux de Petite-Sainte. Par délibération du 18 juin 2015, la communauté urbaine de Dunkerque a décidé la création d'un fonds de concours pour la sécurisation des terrains communaux contre le stationnement illicite. Ces fonds sont plafonnés à une participation de 5 000 € par site. La ville de Dunkerque a sollicité la communauté urbaine de Dunkerque pour l'aménagement de 2 sites, à savoir le terrain des Archers et le fort de Petite-Sainte. Le total du fonds de concours attribué à la ville de Dunkerque sera donc de 10 000 €. Voilà, merci Madame Verlinde. J'en profite d'ailleurs puisqu'on a eu l'occasion d'avoir des éléments statistiques sur le prix de revient des logements sociaux sur l'agglomération des statistiques produites par l'État. Pour constater, vous vous rappelez qu'en 2014, à notre arrivée, nous étions inquiétés du prix de revient élevé de production de ces logements sociaux qui atteignaient des 2000, presque 2050 € du mètre carré sur l'agglomération. Pour vous dire que depuis, on a travaillé, Catherine, Alain Simon également ont travaillé sur cette question. On a souhaité se poser beaucoup de questions. On était au-dessus de la métropole européenne de Lille, qui tourne aux alentours de 2000. La moyenne départementale est à 1950 € du mètre carré. Et pour vous dire aujourd'hui que la statistique de 2016 nous met à 1777 € le mètre carré, ce qui montre l'effort de 13% du prix de revient au mètre carré, donc ce n'est pas une question de surface, et donc des efforts qui sont faits sur la politique logement pour pouvoir avoir des prix de revient au plus juste pour la production du logement social. Et d'ailleurs, la moyenne départementale n'a pas bougé entre 2013 et 2016, puisqu'elle est restée à 1950 € du mètre carré, donc ce qui montre notre effort particulièrement là-dessus. Je tenais à le souligner, parce que c'est aussi un élément important de la politique du logement, qui ne se voit pas toujours, mais qui est un élément de l'ombre assez significatif. Donc voilà. Sur la délibération 25 et 26, y a-t-il des interventions?
25 qui est contre, qui s'abstient, 26 qui est contre, qui s'abstient. Tout le monde est pour les deux délibérations. Monsieur Bassemont, vous avez une délib. Oui, Monsieur le Président, à la suite du succès de la première édition du festival La Bonne Aventure les 24 et 25 juin 2017, qui a rassemblé environ 30 000 personnes, le Conseil de communauté a réaffirmé son approbation au principe d'organisation d'un événement artistique et culturel d'agglomération durant la saison estivale. Afin de favoriser l'implication des acteurs du territoire dans la construction de l'événement, il a été proposé, comme lors de la première édition en 2017, de reconduire l'appel à projets destiné au secteur culturel et associatif du territoire. Afin d'en assurer le succès, la communauté urbaine de Dunkerque a mis en œuvre une communication et un accompagnement spécifiques qui se sont notamment traduits par une large diffusion de l'appel sur le territoire communautaire auprès des associations évoluant dans tous les champs d'action, un accompagnement des porteurs de projets dans la phase d'écriture et de précision de leurs propositions, en veillant à l'équilibre territorial des actions envisagées. 16 projets ont été ainsi déposés pour un montant total de demandes de soutien financier à la communauté urbaine, s'établissant à 337 715 €. Le comité de sélection propose de retenir et de soutenir financièrement 9 d'entre eux pour une subvention globale de 150 000 €, conformément aux critères établis dans le règlement d'appel à projet 2018. Le festival La Bonne Aventure a vocation à être un événement fédérateur du territoire, faisant le lien entre les citoyens. La première édition a été un grand succès. L'organisation d'un événement comme un grand festival d'agglomération ne peut se faire sans proposer à l'ensemble du tissu culturel et associatif du territoire d'y participer. Les critères de sélection des projets reposaient principalement sur leur articulation avec le temps fort du festival, leur faisabilité, leur dimension éco-responsable et l'inclusion de tous les publics. Je vous remercie. Question, intervention, qui est contre, qui s'abstient. Tout le monde est pour. Monsieur Ringot. Oui, Monsieur le Président, une seule délibération. Il s'agit simplement d'approuver la modification des statuts du syndicat de l'eau du Dunkerquois afin de lui permettre d'exercer ses compétences à la carte, et notamment celle de la défense extérieure contre l'incendie pour les communes hors communauté urbaine de Berg, Holk, Ouamil, Lauberg, Uxem et Watt, et ce, à leur demande. Je vous remercie. Merci. Question, intervention, qui est contre, qui s'abstient. Tout le monde est pour. Je vous en remercie. Je dois à présent vous présenter 3 délibérations. Tout d'abord, à la suite de la démission de M. Johnny De Coster de sa fonction de conseiller communautaire, il convient à pourvoir à son remplacement au sein du bureau. Afin d'assurer la représentation de la commune de Zuidcote, je vous propose la candidature de Mme Florence Vanny. Alors, elle ne pouvait pas être là aujourd'hui. Y a-t-il d'autres candidats? Pas d'autres candidats. Je vous rappelle que cette élection doit avoir lieu au scrutin secret. Vous disposez pour ce faire d'un bulletin bleu que vous devrez compléter. Je vais ensuite demander à Madame Vic, secrétaire de séance, et aux 2 fonctionnaires désignés de venir prendre place à la table de dépouillement qui est là-bas. Voilà, donc je vous propose la candidature de Madame Florence Vanille. Je croyais qu'on allait faire des votes à main levée. Ah, mais bureau, tu peux pas. Bien, ça c'était la délibération numéro 29. Voilà. Ceux qui ont écrit sur leur bulletin bleu, eh ben voilà. J'en viens à la délibération numéro 30. Il convient de procéder au remplacement de M. De Coster au sein de plusieurs instances. Le syndicat de l'eau du Dunkerquois, le PMCO, l'Assemblée générale de la Gure, le conseil de surveillance de l'hôpital maritime de Zuidcote, le conseil d'administration du collège du Septentrion de Brédune, le conseil de développement du Grand Port maritime de Dunkerque en qualité de suppléant. Je vous propose de ne pas procéder au scrutin secret, ce qui faciliterait la tâche à Damien qui a écrit sur tous ces bulletins, pour la désignation du représentant du conseil de communauté au sein de ces 6 organismes. Quelqu'un est-il contre, ne serait-ce que pour embêter Damien? Très bien, je vous remercie. Nous allons pouvoir procéder à un vote à main levée. En ce qui concerne le syndicat de l'eau du Dunkerquois, j'ai reçu la candidature de Mme Florence Vanille. Y a-t-il d'autres candidats? Pas d'autres candidats? Est-ce que tout le monde est pour Mme Vanille? Je vous en remercie.
J'ai reçu évidemment la candidature de Mme Vanille pour les 5 autres organismes. Êtes-vous d'accord pour faire le même vote? Je vous en remercie. Voilà la délibération numéro 30. 31. La commission locale d'information de la centrale de Gravelines relève dans son fonctionnement du Conseil départemental du Nord. Lors de sa séance du 6 mai 2014, le Conseil de communauté a désigné M. Claude Charlemagne, ici présent, pour y représenter la CUD. Or, par arrêté en date du 21 novembre 2016, le président du Conseil départemental a modifié la composition de la CLI, portant à 2 le nombre de représentants de la communauté urbaine. En conséquence, il est proposé de procéder à la désignation d'un représentant supplémentaire au sein de cette instance. Je vous propose de ne pas procéder au scrutin secret. Qui est contre? Je vous en remercie. Damien aussi. J'ai reçu la candidature d'Olivier Berthe de la commune de Grande-Sainte. Y a-t-il d'autres candidats? Pas d'autres candidats? Est-ce que tout le monde est d'accord pour approuver la candidature d'Olivier Berthe? Je vous en remercie. Monsieur Wesbecker. Parce qu'on finit toujours en beauté. Il est où, monsieur Wesbecker? Il est par là. Voilà, monsieur le maire. Il n'est pas caché, monsieur le président. À vous la parole. Et c'est avec plaisir que je vais présenter cette dernière délibération en voyant le sourire de l'ensemble du conseil communautaire en se disant « Ouf, c'est bientôt fini ». Ah, le meilleur pour la fin, monsieur. Alors, j'ai senti quand même un peu d'appréhension en voyant l'épaisseur du dossier qui était devant moi, mais je vous rassure, il y a seulement lieu d'approuver la 5e procédure de modification du plan local d'urbanisme communautaire, le PLUC. En effet, nous en avions fait une première, une seconde, une troisième, une quatrième, et logiquement, nous sommes arrivés à la 5e. Alors, tout le monde est d'accord là-dessus, hein, les commissaires enquêteurs, la commission, etc. Et donc, on va demander d'approuver cette 5e modification. Et avant de vous repasser la parole, Monsieur le Président, je tenais à remercier également Cédric Soquel et Cédric Guéquière et l'ensemble de ses services avec lesquels je travaille. Et il faut dire que c'est un plaisir de travailler avec lui et de continuer à travailler avec eux. Merci Bernard. J'avoue que j'ai apprécié cette durée de présentation de la délibération. Tu ne nous avais pas habitués à ça, mais nous nous en réjouissons. Très bien. Sur la délibération 32, y a-t-il des demandes d'intervention? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour. Je vous en remercie. Les décisions. Vous avez reçu la liste des décisions prises en application de l'article L5211-10 du CGCT. Y a-t-il des demandes d'éclaircissement sur une décision? Non. Je vous en remercie. J'en viens au projet de motion pour finir ce conseil. Conformément à ce que je vous indiquais en ouverture, je vous propose un projet de motion visant à demander le maintien du tribunal de grande instance à Dunkerque. Je souhaite donner la parole à monsieur Guy Lécluse pour sa présentation et je donnerai ensuite la parole à tous ceux qui souhaitent s'exprimer sur le sujet. Monsieur Lécluse, vous avez la parole pour la présentation du projet de motion qui vous est soumis ce soir. Oui, merci Monsieur le Président. Bon, il va de soi que l'ancien bâtonnier que je suis s'associe pleinement aux propos du bâtonnier actuel du barreau de Dunkerque. Et je voudrais simplement attirer votre attention sur 2 ou 3 points très rapidement. Le premier, c'est que l'objet de cette réforme serait de supprimer le tribunal de grande instance de Dunkerque, mais également dans le Nord, le tribunal de grande instance d'Avesnes, le tribunal de grande instance de Douai, parce qu'il y a un tribunal de grande instance à Douai, le tribunal de grande instance de Cambrai, le tribunal de grande instance de Valenciennes. Et tout cela s'est regroupé à Lille, qui est déjà un tribunal surpeuplé. Et tout ce beau monde devrait donc être jugé à Lille. C'est absolument incohérent, c'est inconcevable. C'est d'autant plus inconcevable que pour nous, Dunkerquois, il est évident que ce projet entraînerait à terme la suppression pure et simple du tribunal de commerce. Or, nous sommes quand même le 3e port commercial de France. Et les affaires maritimes sont nombreuses. Et quand il y a des affaires maritimes, elles doivent être traitées dans l'heure. Je me souviens que quand j'étais en exercice, j'ai fait des saisines de navires en pleine nuit et qui ont été levées le lendemain. Est-ce que vous imaginez qu'un président de tribunal de commerce de Lille pourrait faire cela? Absolument pas.
Je dois également souligner qu'il y a environ dans l'arrondissement de Dunkerque 340 000 personnes, c'est vrai, 250 000 dans le ressort de Dunkerque, plus le ressort d'Hazebrouck qui a été supprimé, ce qui n'a pas amélioré la justice, loin de là. Et par conséquent, tout cela n'est pas sérieux, tout ça est inconcevable. C'est d'autant plus inconcevable que le tribunal de Dunkerque vient de faire de très importants travaux de rénovation et de modernisation du palais de justice, et que tout ça serait un gâchis d'argent absolument extraordinaire. Par conséquent, cette motion tend à rappeler ces principes, en attirant surtout l'attention sur le fait qu'il y aurait des personnes qui devraient se déplacer à Lille. Ce sont des personnes dans des contentieux où ils sont concernés, car on nous dit numérisation des procédures. La numérisation des procédures, ça marche pour des contentieux tels que le droit de la construction, le droit des assurances, le droit de la responsabilité civile, ça c'est d'accord. Mais à Dunkerque, ça représente 20% des dossiers. Et 40% des dossiers, c'est du pénal. Alors du pénal, à Lille, moi je veux bien, mais il n'y a pas que les inculpés qui sont au pénal. Les inculpés, eux, d'ailleurs, ils y vont avec le fourgon cellulaire, par conséquent, il n'y a pas de danger. Ils ne s'échamperont pas. Mais il y a toutes les parties civiles. Il y a toutes les parties civiles. Aujourd'hui, on est en train de juger à Paris M. Ben Daoud, ce qu'on appelait le logeur de Daesh. Il y a 300 parties civiles. Alors évidemment, on n'aura jamais un procès comme ça à Dunkerque, mais quand même, vous imaginez dans certaines grosses affaires, je pense d'ailleurs à Dédé le Belge, où il y a combien de personnes qui vont se porter partie civile? Une centaine. Eh bien tout ça, il faudrait qu'elles aillent à Lille pour se déplacer et pour se garer, ou pour payer le stationnement, ou pour prendre le train à leurs frais. C'est inconcevable. C'est inconcevable que dans un département aussi important que celui du Nord, on puisse imaginer de supprimer ce tribunal de grande instance. Et par conséquent, je vous demande d'adopter cette motion qui rappelle que le justiciable a le droit de rencontrer son juge, le juge qui va le juger, qui va le sanctionner éventuellement. Par conséquent, il a le droit d'avoir un contact direct avec ce juge et qu'il n'est pas obligé de se déplacer. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots en vous demandant d'approcher cette projet de mention. Merci, Monsieur Léclu. Je vais donner la parole à tous ceux qui le souhaitent. Je voulais simplement donner les résultats du vote au bureau tout à l'heure. Nombre d'inscrits 69, nombre de bulletins trouvés dans l'urne 60, nombre de bulletins blancs 1, nombre de suffrages exprimés 59. Madame Vanny a obtenu 59 voix. Elle est donc proclamée élue au bureau de la communauté urbaine. Nous la féliciterons lors du prochain conseil. J'ai d'inscrits sur ce sujet Monsieur Carême. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole sur ce sujet? Pour l'instant, non, mais je vais voir. Monsieur Carême, vous avez la parole. Oui, juste un mot, bien sûr, j'approuve complètement, nous approuvons complètement ce projet de motion à la communauté urbaine. Je pense que non seulement il faudrait l'envoyer à Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, ministre de la Justice, mais qu'il faudrait aussi l'envoyer à Jacques Mézard, le ministre de la Cohésion territoriale, parce qu'il y va de la cohésion du territoire quand on supprime des services publics de ce niveau-là en France. Je trouve que c'est une aberration dans des lieux comme le nôtre, où on a évoqué tout à l'heure des projets en ANRU, donc des territoires en difficulté, où la présence des services publics est indispensable. Là, on casse encore et on éloigne les populations des services publics. C'est complètement à contre-courant des choses. Et je dois attirer votre attention sur des services qui existent aujourd'hui sur notre territoire, extrêmement importants, comme la PJJ, la protection de la jeunesse, qui devra amener les enfants à Lille. Donc ça va augmenter le temps de travail uniquement sur le transport des éducateurs qui suivent les enfants. Et donc forcément, ça aura des conséquences sur le nombre d'enfants qui pourront encadrer. Enfin, c'est complètement aberrant dans une agglomération qui est jeune comme notre agglomération. Et ça aura des conséquences dramatiques, sur les conditions de travail des salariés de la PJJ, par exemple, et donc l'altération du service rendu, encore une fois, à la population. Donc les implications sont énormes et il faut que l'ensemble des ministères soient au courant de ces décisions et de l'aberration de ces décisions. Vous avez tout à fait raison, Monsieur Carême. Alors, je suis toujours frappé, d'ailleurs, puisque Jacques Mézard a lancé une problématique sur les centres-villes des villes moyennes. En même temps, le même gouvernement a supprimé le dispositif Pinel pour ces mêmes villes moyennes, qui seront la cible des centres-villes, alors que ça fait partie, évidemment, c'est l'une des premières mesures qui permettent de dynamiser l'habitat sur les centres-villes et donc les centres-villes commerciaux, et que maintenant, on veut effectivement supprimer dans ces mêmes villes moyennes effectivement une grande partie des emplois locaux qui alimentent ces centres-villes.
C'est vrai qu'on a du mal à maîtriser la cohérence gouvernementale en matière d'aménagement du territoire. En tout cas, on ne va pas dans le bon sens en la matière. Plus personne ne souhaite prendre la parole. Je propose de passer... Madame Kerkhoff, allez-y. Oui, Monsieur le Président, je voulais juste rajouter que ce matin, j'étais en conférence territoriale d'Action publique à Amiens et nous avons évoqué le sujet de la fermeture des tribunaux. Nos collègues de Douai et d'Amiens sont très au fait également puisqu'ils risquent de subir une fusion des cours d'appel. C'est extrêmement dangereux. Et si je vous fais part de ma petite expérience en termes de justice, puisque vous le savez tous, j'ai été greffier dans une vie antérieure, il ne faut pas croire un seul instant que la fusion et la suppression des tribunaux, ça résout tout. C'est pas vrai. En termes d'économie, ça a un impact non négligeable. Sur Hasbrook, ça a été la fin des cabinets d'avocats. En termes économiques, il ne faut pas se faire d'illusions. Il suffit d'aller sur la place de la République et regarder le midi où sont les lieux de vie. Et dans ces lieux de vie, donc c'est les brasseries qui sont tout autour de la place, ce sont des auxiliaires de justice, ce sont des fonctionnaires. Et quand on vous dit aujourd'hui que dans les faits, on ne va pas supprimer les tribunaux, on vous dit on les transforme en lieux de justice, qu'on ne se méprenne pas sur les mots, on les vide de leur substance. Parce que mettre un procureur pour le département à Lille, quand il y aura un gros pépin, je me demande dans quelles conditions il va savoir arriver sur place, dans quelles conditions on pourra appliquer une politique pénale et dans quelles conditions mes collègues fonctionnaires vont devoir travailler sur place. Et je me dis qu'à terme, le risque, c'est que quand il y a un fonctionnaire qui partira à la retraite sur ces lieux de justice, on ne le remplacera pas. Et donc, au final, on fermera des lieux qui ont été rénovés récemment. Pour la petite histoire, la rénovation du tribunal de Dunkerque aurait dû être faite avant 2010, puisque c'était la promesse qui avait été faite quand on a supprimé Hasbrook et qu'on l'a fait absorber par Dunkerque. Et vous l'avez tous vu, ça fait seulement 2 ans que la rénovation est acquise et a été faite. Donc c'est dans des conditions très très compliquées qu'on a accueilli nos collègues d'Hasbrook. Ça n'a pas été facile. Et je dis souvent, on a dû pousser les murs pour les accueillir. Et le risque, il est là. C'est d'envoyer tout le monde à Lille. Et il va falloir pousser les murs parce qu'il ne faut pas croire un seul instant qu'on va construire. On ira peut-être éventuellement louer des bâtiments, mais économiquement, je ne suis pas sûre qu'on fasse des économies sur le budget justice, qui est l'un des plus pauvres de l'État. Merci. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre l'adoption de ce projet de motion? Qui s'abstient? À l'unanimité, vous êtes pour. Je vous en remercie. Donc, dès demain, un courrier partira pour demander audience à Nicole Belloubet pour aborder 2 points. Effectivement, la question du TGI, mais aussi la question de la maison d'arrêt. Nous en avons terminé avec notre conseil de communauté. Le prochain devrait se tenir le 22 mars. Bonne soirée à toutes et à tous. J'imagine qu'on a prévu une petite collation juste derrière, comme d'habitude. Oui, très bien. Donc vous êtes invités à partager le pot de l'amitié. Merci.